Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, ton podcast préféré qui parle de cinéma, qui en parle en bien, qui en parle en mal, mais en tout cas qui en parle. Et ça, c'est le plus important. Bienvenue pour ce 50e épisode. 50e épisode de l'émission avec toute la petite équipe réunie. Salut tout le monde. Salut. Bonjour. Est-ce que ça fait pas plaisir d'arriver à ce 50e, cette date hyper importante, ce chiffre 50? C'est beau, c'est beau, on a envie de dire. C'est beau. J'attendais comme le Messie. La moitié de 100. C'est fou, hein. C'est Très beau. belle analyse. Et c'est 5 x 10. Ah oui. Allez, Bon. on part là-dessus. 2 x 25. En tout cas, ça nous fait super plaisir de vous retrouver avec évidemment toute la team Roman, Lorenzo et Théa. On est donc là pour ce petit épisode de... Qu'est-ce que vous rigolez, j'ai le droit de vous dire. T-A, ça s'écrit T-A, oui. comme ça se Ah dit. ouais. T-A-I-R-S-T, j'ai beaucoup aimé. Lorenzo et Roman. Oui. Roman. Romane. Non. Non. Romanelle. Je ne sais plus ce qui On se va passe. couper. On est un peu en roue libre actuellement. En tout cas, ça nous fait super plaisir de vous retrouver pour cette émission. Une émission chargée de plein de trucs. On vous parlera d'oiseaux, on va vous parler d'Almodovar, on vous parlera de vampires, on vous parlera aussi de Here, on vous parlera de Wicked et aussi de bon gros fromage qui fait plaisir. Ça, c'est vrai. Une émission à la fois film début 2025 et aussi quelques petits rattrapages de la fin d'année 2024, des films qu'on n'avait pas encore eu le temps de vous en parler. Mais juste avant de commencer, comme on vous a dit, c'est le 50e épisode de Vidéo Club et on s'était donc dit qu'il était temps de récompenser, de faire un petit cadeau à vous, cher public qui nous écoutez maintenant depuis plus de 50 épisodes. Et c'est pour ça qu'on a lancé un petit concours que vous pouvez retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Et donc, allez nous suivre directement, surtout sur Instagram, où un petit concours a été lancé, où on vous fait gagner, on peut le dire, une box cinéma. Il y a des films, il y a des posters, il y a plein de petites choses qui la composent. Franchement, allez participer au concours, c'est super simple, tout est indiqué sur Instagram. Le post est épinglé, vous aurez 1 ou 2 semaines pour pouvoir participer et puis vous recevrez dans votre jolie petite boîte aux lettres un joli petit cadeau de Vidéo Club. Voilà, c'est notre manière de vous remercier de nous écouter depuis maintenant presque 2 ans en fait d'émission. Au bout de maintenant cette 3e saison qui commence et qui a commencé en fait il y a 1 semaine avec nos tops de l'année. Bref, foncez voir sur Instagram notre concours et participez pour obtenir ces jolis petits cadeaux de la part de toute l'équipe. Mais trêve de bavardage, entrons directement dans le cœur du sujet, entrons directement dans notre programme du jour et on va commencer avec Bird. It's another of these crazy schemes that come to nothing. I wanna come. Oh, you're not coming. Bird est donc un film réalisé par Andrea Arnold qui était passé au Festival de Cannes en compétition officielle et le film suit le point de vue de Bailey, 12 ans, qui vit avec son frère Hunter et son père Bug, joué par Barry Keoghan, qui les élève seuls dans un squat au nord du Kent. Bug n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer et Bailey, qui approche de la puberté, cherche de l'attention, de l'aventure ailleurs, mais surtout un moyen de s'envoler de son quotidien. Nous sommes 3 à l'avoir vu, Roman, Lorenzo et moi-même, et la chose à dire, c'est que c'est un film qui nous divise un petit peu, mais je vais peut-être d'abord donner la parole à celui qui a le plus apprécié le film. Roman, est-ce que tu veux nous toucher un petit mot sur ce film? Je peux en toucher un petit mot. J'ai quand même plutôt aimé, alors on en parlera après des divergences d'opinion, mais moi ça m'a plu dans le côté... en fait, j'aime bien l'ambiance déjà, je trouve. Enfin, visuellement, il y a plein de choses hyper intéressantes en termes de mise en scène et de façon de représenter autant l'enfermement que la liberté. Et elle joue beaucoup avec les formats de l'image, avec tout ce genre de choses qui marche vraiment bien. La musique aussi, pour moi, c'est un gros point fort du film. C'est la façon dont la bande son est utilisée. Et bon, c'est que des musiques que je trouve cool en plus. Mais il y a
la musique crée une connexion en fait entre le père et sa fille. C'est peut-être la connexion qu'il n'y a pas dans la vraie vie. Elle se fait parfois à travers la musique. Je trouve intéressant comme. En fait, elle utilise beaucoup les médiums, quoi, parce qu'il y a image, musique, qui ont vraiment une grosse importance là-dedans et qui sont des choses entre guillemets pas réelles, pas de la vraie vie. Donc c'est intéressant ce truc-là. Et je suis vraiment. Putain, je fais une analyse en direct. Alors j'avais même pas pensé avant. C'est incroyable. Là, je suis. Ça va très vite. Non. C'est pour ça qu'on ne t'entend pas parler, Lorenzo. L'actrice principale qui s'appelle. Alors j'ai plus son nom, mais qui joue Bailey. Tu me diras, moi non plus, je parle pas. Donc. Vous arrêtez de parler, justement, pendant que je On parle. interrompt sa grande analyse critique. Ne parle pas Nikia Adams. la bouche pleine. Tais-toi. Nikia Adams, qui est assez, assez intéressante, je trouve, dans le rôle, parce qu'elle est très jeune, je crois. Enfin, elle a à peu près l'âge, j'ai l'impression, du film. Et elle est hyper renfermée. Et en même temps, elle laisse transparaître beaucoup avec peu de choses, quoi. Je trouve que elle est vraiment assez impressionnante. Et pareil pour celui qui joue Bird, qui est un peu l'espèce d'ami, le complice de cette fille-là, qui est Franz Rogowski, qu'on avait déjà pu voir dans Passage. À l'époque, qui était nul. Donc, ne voyez pas Passage. Pour toi, Lorenzo, c'est un doublé nul pour moi. Je trouve mieux que Passage. C'est dommage parce que lui est bon pour le coup. Il est très bon et oui, en fait, il joue un personnage hyper intéressant parce que un peu décalé, un peu pas fou, mais un peu éthique. Ouais, quelqu'un qui est pas tout à fait dans le même monde et il a des, je sais pas, le personnage est hyper intéressant, je trouve. Et même la façon dont il s'intègre dans l'histoire ou dans la mise en scène avec des plans un peu étranges sur comment il est représenté dans l'image, je trouve que c'est vraiment bien. Après, c'est un peu, je pense, la critique que vous allez faire beaucoup, mais c'est que effectivement, l'idée de la quête de liberté, au bout d'un moment, on sait, elle cherche la liberté, c'est un peu ce qu'elle fait tout le long du film, et c'est évidemment du coup les oiseaux qui sont le symbole de la liberté, de l'émancipation, de s'envoler vers un avenir meilleur et tout. Et ce truc-là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a peu d'autres choses que ça, quoi. Le film raconte peu d'autres choses que ça. Mais en même temps, moi, ça m'a pas vraiment dérangé parce que je trouve qu'il y a une ambiance et il y a des personnages qui font que ça reste pas ennuyant et que en fait, c'est pas si important que ça que le film qui ait une résolution, qui ait un happy end ou un pas happy end, mais enfin que ça aille quelque part. Moi, je trouve que ça peut se permettre de rester un peu en surplace sur cette ambition qu'elle a. Et je trouve ce qui est plutôt intéressant, c'est en fait les autres personnages autour d'eux et comment, autour d'elle du coup, les autres personnages autour d'elle, comment ils évoluent et comment en fait eux arrivent à trouver une sorte d'émancipation à travers certains trucs. Et elle y arrive pas, quoi. Pour moi, je le vois comme ça moi il m'a quand même plutôt parlé. Après voilà, je laisse la parole à ces détracteurs qui ont haï ce film de toute leur âme. Alors je vais faire court parce que moi je l'ai pas détesté, hein. Je trouve que j'ai de la sympathie pour le film, je pense que c'est un film ok, mais je vais essayer de faire très court pour laisser le plus la place à Lorenzo qui est peut-être un avis assez différent. Moi je te rejoins sur l'idée que visuellement je trouve le film intéressant. En fait j'aime bien comment le film met en scène le sale et le ski en fait et dirt. En fait le film a envie de montrer et de filmer les white trash, donc les prolos anglais un peu miteux, et il y a une véritable volonté de travailler la qualité notamment de l'image et du format sur les côtés. On voit que l'image est travaillée pour faire un côté un peu sale, comme si on avait retrouvé une vieille pellicule, et la manière de filmer le sale, donc au milieu de cette sombritude, dans ce truc un peu sombre, au milieu un peu de ce truc un peu dirt, et en même temps d'en faire sortir des petits éléments de beauté, de tendresse, de poésie. Ça c'est un truc qui moi personnellement me plaît pas mal, et c'est pour ça que visuellement je trouve le film intéressant. Maintenant, et je pense qu'on pourra le développer beaucoup, mais en fait je trouve le film très pâteau, très lourd dans son idée et dans son positionnement. C'est-à-dire en fait le film n'a qu'une idée, c'est de dire, et en fait qui peut être résumé par le premier plan du film, hein, c'est une gamine qui va filmer avec son téléphone un oiseau qui s'envole, qui est dans les airs, et elle est dans une espèce de cage. Tout le film c'est ça en fait, c'est de dire les oiseaux sont la liberté et elle voudrait être un oiseau pour s'envoler, mais elle en fait elle est enfermée dans une cage et la seule liberté qu'elle peut trouver de ça c'est filmer des oiseaux, filmer des trucs qui sont libres. Le problème c'est que c'est un truc qui est ultra répétitif, qui arrête pas de continuellement revenir dans le récit, mais tout le temps, et en fait en réalité ça dit pas grand chose de plus, et c'est pour ça que j'avais un peu l'impression que c'était un film qui avait plus 30 ans de retard. C'est-à-dire oui c'est sympa, tu peux me dire que une prolo dans un
milieu hyper difficile, a envie de s'émanciper et sortir. Très bien, mais faut aller un peu plus loin et pas juste me dire ce truc-là toutes les 5 minutes à partir d'un plan. Et pourtant, il y a pas mal de réflexions, je trouve intéressantes. Encore une fois, le truc de la caméra, de dire comment filmer permet d'exister, de se libérer, comment il y a une petite dose de fantastique qui vient se rajouter au récit que je trouve assez intéressante, mais assez légère. Comment la classe sociale que tu as en toi ne va jamais vraiment disparaître de toi. Mais en même temps, c'est tout le temps la même chose en fait. Tu as tout le temps ce truc où tu as un rappel de ces machins-là. Et c'est pour ça que je disais, et on en riait un petit peu, mais en fait, les fans d'ornithologie, vous allez être ravis. Ceux qui cherchent un peu plus de fond, vous allez peut-être être un peu plus loin. Pareil, sur la question d'être adulte, de devenir adulte. C'est un truc qui est mis de côté très très vite. Le personnage de Bird, même s'il peut être très sympathique, il est quand même assez pâteau et quand même assez rentre-dedans sur c'est un peu évident et tu comprends ce qu'il essaye de symboliser. Oui, c'est un film atmosphérique qui me prend par moments et qui en vrai ne m'ennuie pas. Mais quand même, j'avais envie d'avoir un peu plus de fond, ce qui fait que le film, je le critique beaucoup. J'en ai pas une détestation. C'est pour moi pas non plus un mauvais film, mais il n'y a pas quand même grand-chose à en retenir malheureusement. Ouais, je suis assez, voire tout à fait d'accord avec toi. Et je retiens que vous avez commencé par parler directement de la mise en scène et de la réalisation. Justement, quoi. Enfin, il y a un peu, au bout de 10 minutes, il y a un peu plus que ça à garder, quoi. On va te filmer une fille dans ce milieu-là et il y a le peu de choses que le film a à dire de plus, il te le montre, il te l'évoque et puis ça décolle jamais. Tiens, petite blague ornithologique. Mais c'est vraiment... Et je trouve presque un peu... le mot un peu lourd, mais presque malhonnête, quoi. Parce que filmer ce genre de lieu comme ça, te le rendre arty, je vais utiliser ton terme, Lucas, mais te l'esthétiser au possible, te le rendre arty, et de rien en sortir derrière en termes de substance pure. Tu fais 2 heures d'image, certes, plutôt esthétique et assez joli, il faut le dire. Il y a un effet un peu pellicule, il y a toujours, on joue avec le soleil, avec les rayons directs et compagnie. Mais oh là là, ça va tellement pas très loin et c'est limite un peu, je trouve, malhonnête de filmer ces gens-là et de te dire, en tout cas de te retranscrire, d'essayer de te montrer à quel point ils sont beaux, mais ils sont quand même, ils ont des faiblesses, ils peuvent être méchants quand même. Toute cette variété de prolos, comme si il y avait du bon et à du garder dans tout ça. Et après, justement, un autre truc qui vient surligner justement cette forme de détestation, en tout cas je trouve de malhonnêteté qu'il y a, c'est que tout le film, il y a des tags et des dessins un peu enfantins ou des tags de rue qui viennent dire à la gamine, qui sont toujours dans le champ et qui font une lecture visuelle du truc et qui disent, comme tu disais un peu Roman, les médiums, c'est peut-être un peu le 3e médium, ces tags, ces dessins, ces trucs-là, qui disent believe, smile, keep fighting, plein de trucs de poncifs comme ça qui reviennent à travers le film. Et c'est tout le propos du film, pour moi, c'est ce que je retiens, c'est ce truc absurde de dire... parce que oui, ça existe, on doit dire aux gens de continuer d'y croire, qu'il faut garder espoir, mais tu peux pas faire un film et que c'est la finalité de ton propos, c'est de rester sur du believe in you, never give up, push it to the limit, c'est bon. Et surtout, je trouve 12 ans, c'est un âge compliqué. Je sens que je trouve... Justement, peut-être la gamine, elle se sort un petit peu bien, mais ça dit pas grand-chose, à part juste un peu, il y a cette sorte de solidarité entre enfants qui transparaît par instant, mais je trouve que c'est justement très très compliqué. Le film va pas non plus très loin, va pas non plus faire une grande plongée dans le monde des enfants prolétaires anglais du Kent, et ça reste en surface en permanence. C'est long et comme au bout des 10 premières minutes, t'as compris ce que veut t'étaler le film. Ouais. Et le peu de fois où il y a des éléments de scénario où t'es face à un conflit, à quelque chose d'amorcé, puis tu dois venir un peu quand même sortir de cette tambouille. Les 2 fois en tout cas auxquelles j'ai en tête, c'est du Deus Ex Machina, quoi. C'est par magie divine quasiment, on sort de la situation. Je pense au corbeau et au grand corbeau, enfin pour ceux qui auront le film, ils comprendront. C'est pas subtil du tout, c'est une résolution à 2 balles. Et du coup, ça va encore plus loin pour moi, c'est que tu dis aux gens de se rattacher non pas à une idée ou à croire en eux, c'est vraiment de croire en quelque chose de beaucoup plus fort, quoi. C'est rattache-toi à l'univers est avec toi, quoi. Quasiment, je trouve, on n'est pas très loin de ce genre d'interprétation. C'est notamment ce que la fin a dit d'une certaine manière. Ouais, exactement, c'est... crois en l'univers, quoi. Crois en ta place dans l'univers, même si le monde autour de toi il est sale.
Non, tu peux pas, ça tient pas 2 heures. Malgré les belles images, ça tient pas du tout 2 heures. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je vais revenir encore sur ce fond-là, mais c'est vrai que et c'est un film, tu vois, parce qu'on a été le voir tous les trois hier justement pour préparer l'émission, et c'est vrai, c'est ce qu'on disait, et tu disais aussi un truc assez intéressant, c'est que c'est vrai que le film peut énerver parce qu'on se dit qu'il y a un potentiel derrière. De dire on peut parler des classes populaires et de jouer avec ce côté poétique, et c'est un truc qui a déjà été fait dans le passé, mais là la manière de ça le fait, t'as l'impression que c'est plus l'introduction d'avant arriver à la vraie discussion. Après je sais que Roman peut-être t'es pas tout à fait d'accord sur ce truc là. Bah déjà, je veux dire, la réalisatrice, elle vient vraiment de ces milieux-là, et genre elle a grandi dans ce qu'ils appellent un council estate, donc un espèce de truc social, et ses parents l'ont eu genre à 15 ans, il y a vraiment elle a vraiment ce background, donc moi j'y vois vraiment pas de la malhonnêteté ou du... Je pense qu'au contraire, genre, en connaissant tout ce... Et en plus les acteurs aussi sont... Enfin le casting est quand même assez... Bon bah c'est des acteurs maintenant connus un peu, enfin voilà, mais c'est des gens qui viennent quand même du coin, quoi. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont pas connus, hein. Je veux dire, l'actrice principale n'est pas connue. Ah oui, bien sûr. Mais dans les acteurs un peu plus vieux, il y a Barry Keoghan qui a fait pas mal de films, qui est déjà, je pense, voilà, donc c'est pas des prolos qu'elle est allée chercher dans les immeubles en question, mais je veux dire, c'est quand même des gens qui viennent un peu de ce milieu-là aussi, donc moi j'y vois plus ah ouais, je sais pas, je l'ai pas vraiment je l'ai pas du tout trouvé malhonnête ou condescendant ou qui prenait de haut les personnes. J'enlèverais malhonnêteté, mais je dirais impertinent. Parce que... je sais pas, je trouve qu'on peut trouver justement, le fait, elle les montre, ces gens qu'elle connaît et qu'elle-même a été, je pense n'est plus trop maintenant, mais qu'elle les connaît, ces gens pour avoir vécu et grandi avec eux. Elle les montre dans un peu tout ce qu'ils sont, quoi. Dont il y a autant des gens qui sont désagréables, il y a des choses qui se passent mal, il y a aussi des belles choses. Et après, en fait, je dirais peut-être le point qui est compliqué, c'est que d'un côté il y a cette fresque sociale, enfin pas vraiment sociale, mais cette fresque de personnages avec leur complexité, leurs histoires, leurs failles et tout. Et de l'autre côté, il y a le point de vue de cette fille-là et de son amitié avec Bird et de sa volonté de s'émanciper. Je pense que peut-être l'articulation entre les deux est un peu artificielle, je sais pas. En fait, ça aurait pu être soit un truc, presque un film choral sur ces gens, mais alors à ce moment-là, ça aurait dû être effectivement peut-être plus politisé et plus dénoncer quelque chose ou avoir poétique, un statement, voilà, peut-être ça. Ou alors on part vraiment sur un truc atmosphérique, complètement poétique, et là du coup Lucas n'aurait évidemment pas aimé quand c'est trop atmosphérique, mais c'est jamais. Non mais voilà, en fait, et peut-être que le film souffre un peu de cet entre-deux où ces deux mondes un peu cohabitent, ces deux histoires cohabitent, et peut-être ça marche pas toujours bien. Après voilà, ça m'empêche pas d'avoir quand même apprécié. Ouais, je te rejoins. Enfin, t'as assez raison là-dessus, que le film n'assume pas son côté féerique, fantaisique et poétique, autant qu'il veut jamais aller diguer dans le social, le politique et le prolétaire jusqu'au bout. Et il slalome entre les deux. Et je comprends que tu puisses cacher ça sous le fait que c'est le point de vue de cette gamine de 13 ans, de 12 ans, mais justement c'est pauvre, parce qu'à 12 ans, c'est très très dur de se... réellement, tu vois, de se mettre dans cet entre-deux. T'es toujours entre l'imaginaire de l'enfant puis le début de l'adolescence, mais ça se retranscrit pas du tout. Je trouve que ça fonctionne vraiment pas. Et les peu de fois où tu vas dans ce sens-là, c'est résolu en claquant des doigts, quoi. En fait, moi, je te dirais, j'ai presque l'impression que c'est un film qui fait office de premier film, qui ressemble, en fait, qui a les défauts d'un premier film, à savoir tu veux partir dans plein de directions différentes, c'est-à-dire tu veux partir dans un truc un peu fantastique, tu veux partir sur un truc un peu dénonciation sociale, tu veux partir sur un truc un peu atmosphérique, tu veux faire un truc avec un peu de la belles images, tu veux faire un peu plein de trucs, mais le problème c'est que tu ne développes rien, ou en tout cas tu ne suis pas le chemin vraiment à fond. Ce qui fait que moi, du coup, je me retrouve dans ce truc où à chaque fois, je dis, mais rien n'est vraiment fondamentalement développé, même si je suis assez d'accord avec toi, je pense que la caractérisation des personnages n'est pas malhonnête, je trouve elle est plutôt correcte, en fait. Je la comprends, en fait, dans la manière de montrer la crasseur, mais aussi la beauté de ce que ces gens-là, et de jouer un peu sur ce rapport de subtilité, sans forcément les idéaliser ou les rendre comme des pire crapule, mais il y a un peu ce rapport de subtilité, mais dans l'ensemble j'ai l'impression que le film va entreprend plein de choses qu'il ne va vraiment jamais aller jusqu'au bout. Je pense qu'en fait le thème principal c'est quand même un peu cette gamine qui grandit trop vite en fait, qui est plongée dans les trucs du monde adulte et qui doit un peu se débrouiller avec son père qui a peut-être je sais pas 15 ans de plus que lui, enfin que elle, et qui est limite encore un ado quoi. Et en fait elle est plongée dans un monde hyper violent, hyper dur.
Et après, mais c'est vrai que, en fait, peut-être soit on a trop vu déjà ça, peut-être c'est aussi ça, peut-être que c'est des thèmes qu'on a déjà trop vus et revus et que ça a du mal à nous surprendre encore, mais je pense qu'il y a quand même un truc de violence qui est un peu sourde tout le long du film qui des fois explose un peu à certains moments précis. Mais ça, enfin, je trouve que c'est assez fort, mais effectivement, je rejoins un peu ce truc-là de. Ça va dans beaucoup de directions et peut-être qu'il faut cadrer un peu plus et se concentrer sur un aspect. Mais voilà, je ne le rejette pas pour autant, ce film. C'était donc notre avis sur Bird qui divise du coup l'équipe, mais on vous invite chaleureusement à aller le découvrir dans les salles obscures pour vous faire votre propre avis. Et on va enchaîner avec quelque chose d'autre. On va enchaîner avec un film d'un monsieur qui revient en 2025, avec un film qui a obtenu tout simplement le Lion d'Or de cette année. On va vous parler du dernier film de Pedro Almodovar, La Chambre d'à côté. I've completely lost faith in people doing the right thing. I'm learning from her, and you should too. There are lots of ways to live inside a tragedy. La Chambre d'à côté, donc réalisée par Pedro Almodovar, qu'on ne présente évidemment plus, grand réalisateur espagnol qui nous avait réalisé notamment La Douleur et Gloire, Madres Paralelas, Tout sur ma mère, Volver, La piel que habito, ou par exemple aussi Femme au bord de la crise de nerfs, que je pouvais vous en parler aussi plusieurs fois dans cette émission. Il a donc obtenu le Lion d'Or et on retrouve dans le casting Julianne Moore et Tilda Swinton. Un réalisateur qu'on est nombreuses, et notamment toi Théa, qui a pu rattraper pas mal de ses films récemment, mais en tout cas tu n'as pas encore vu celui-là, mais Roman et Lorenzo, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce long métrage, en tout cas le dernier long métrage de Pedro Almodovar? Ouais, moi j'ai trouvé ça assez fou, franchement, assez bluffant de maîtrise et d'intensité de cinéma, quoi. Le premier truc qui est vraiment ouf, c'est déjà juste le scénario, juste l'idée de base de ces deux amis, parce que du coup tu n'as pas fait le synopsis Lucas, mais ces deux amis qui sont un peu perdus de vue, et l'une a un cancer en fait et l'autre l'apprend, va la voir, et au bout d'un moment cette amie qui a le cancer lui demande est-ce que tu veux bien venir avec moi dans une maison à un moment, et j'ai envie de me suicider mais j'ai pas envie d'être seul, et donc ça va être tous ces débats là, et en fait donc déjà le scénario est vraiment trop bien, genre il marche trop bien, et en fait même si il est assez attendu et en fait il n'y a pas vraiment de twist, c'est voilà tel qu'on te le dit dans les 20 premières minutes, en fait ça va être ça, mais il est tellement fort que ça marche hyper bien, et c'est pas grave que ça aille exactement là où tu penses que ça va, parce que c'est vraiment porté par les personnages qui sont en fait, il y a vraiment cette dualité entre une qui a le cancer et en fait qui est assez déterminée à mourir et qui a pas de problème avec ça, et l'autre qui est terrifiée de la mort et que c'est vraiment un truc qui la glace, quoi. Et en fait c'est tout cette relation entre les deux où ouais, ça va être tout le long, il y a une espèce de malaise, il y a une espèce d'impensé ou de truc qui bloque, enfin celle qui, donc Julianne Moore, le personnage de Julianne Moore qui a très peur de la mort. Elle a une façon de se retenir à chaque fois, même dans les moments qui peuvent être joyeux, qui peuvent être des moments un peu plus détendus. Elle a une façon de toujours être un peu en dehors du truc que je trouve assez incroyable, enfin dans le jeu de Julianne Moore. Et ouais, c'est vraiment porté par les personnages, enfin la complexité des personnages, l'écriture et le scénario, et même en fait ouais, je sais pas, il y a une maîtrise de la mise en scène et de l'intensité, pour prendre un peu des exemples précis, mais en fait toute la partie dans la maison, c'est comme si, enfin, donc dans la maison dans laquelle elles vont pour peut-être, enfin voilà, pour que l'autre puisse peut-être se suicider. En fait, c'est des moments qui paraissent tellement hors du temps parce que elle va mourir, mais on sait pas quand. Mais en fait, du coup, c'est comme si elle était déjà morte. Il y a vraiment ce côté, c'est un peu le film, j'avais dit, mais un peu le truc de Schrödinger, elle est en même temps morte. Enfin, ces moments existent, et en même temps, c'est comme s'ils n'existaient pas tellement c'est hors du temps, quoi. Et en fait, il arrive à faire sentir ça à Almodovar avec sa caméra, avec la façon dont il explore un peu ces moments-là. Et dès que ça casse, enfin dès que par exemple Julianne Moore sort de la maison et va faire autre chose, il y a une espèce de cassure dans la mise en scène, dans le rythme, qui montre qu'on est dans complètement autre chose, et que là c'est des moments hyper terre à terre qui existent, qu'il y a plus du tout cette espèce de truc
ce truc un peu de flottement où on n'est pas sûr de la réalité et tout. Donc je trouve que, je sais pas, il a une maîtrise et je saurais pas vraiment dire à quoi c'est dû et qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression-là. Mais je trouve que c'est vraiment fort de maîtriser à ce point-là la différence entre les scènes pour que tu sentes directement le changement d'ambiance, enfin la douche froide quoi, entre l'un et l'autre. Après, les deux actrices sont assez fabuleuses quoi. Enfin, Julianne Moore et Tilda Swinton qui sont vraiment entre elles déjà, il y a une alchimie qui marche vraiment bien. Je sais pas si elles ont déjà fait des films ensemble ou si c'était un peu la première fois, mais franchement, elles sont assez impressionnantes les deux. Tilda Swinton vraiment dans ce truc toujours de maîtrise, comme on la connaît. C'est pas, tu vois, c'est pas une actrice qui va être beaucoup dans l'émotion, dans la surenchère et tout. Elle est vraiment toujours dans la maîtrise. Et l'autre en face, Julianne Moore, qui essaie d'être dans la maîtrise parce qu'elle veut faire bonne figure auprès de son amie et parce qu'elle essaie d'être là pour elle, mais en fait qui craque complètement à l'intérieur. Et je trouve qu'elle est limite plus impressionnante que Tilda Swinton. Enfin, son personnage me fascine encore plus. Parce que, alors qu'il est un peu plus banal, vu qu'elle n'a pas de cancer, elle veut pas mourir, mais je trouve que le rapport, en tout cas, qu'elle arrive à mettre entre elle et Tilda Swinton, c'est assez impressionnant. Après, je sais pas, moi j'ai franchement quasiment que du positif. Bon, c'est vraiment un film de bourge, c'est des bobos new-yorkais, on le sent et il a pas du tout, il a pas fait quoi que ce soit pour éviter ça. Enfin, il va vraiment à fond dans le côté le côté art, le côté beaux appartements, belles maisons, belles voitures et ça tout. prend le taxi. Ouais, c'est en ce côté-là, mais en même temps, dire autant assumer à fond parce que ça dérange pas l'histoire. Enfin, l'histoire en vrai, ça pourrait à peu près être de n'importe quelle classe sociale. Et surtout, si tu essaies de gommer ça, ça va être encore pire. Donc autant assumer à fond ce truc-là. Et je trouve que c'est pas dérangeant. Je sais que j'avais un peu lu ces trucs c'est un film de riche, problème de riche et tout. Je trouve que c'est pas flagrant et même si ça l'est, tu passes assez rapidement à côté. Et ouais, non, franchement, j'ai trouvé impressionnant. Même, il y a certains plans qui me restent encore en tête parce que bon, on l'a vu hier, donc heureusement qu'il y a certains plans qui me restent encore en tête. Mais dans l'idée de la façon dont il montre justement ce que je disais, cet entre-deux où elle est un peu morte, mais pas tout à fait. Enfin, comme si elle était déjà morte, je trouve que dans la mise en scène, il arrive à le faire transparaître à travers certains trucs qui sont vraiment évidents, mais vraiment malins, quoi. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas si toi tu veux. Ah oui, la musique aussi, ouais. qui est très beaucoup de violons, mais c'est pas des violons larmoyants, c'est des violons de théâtre un peu. C'est des violons qui viennent souligner certains trucs et c'est vraiment bien. Et puis pour le côté théâtre, il a un peu une écriture. C'est vrai que c'est son premier film en langue anglaise en plus, donc je sais pas comment le processus d'écriture. Enfin, est-ce qu'il l'a écrit en anglais ou est-ce qu'il l'a écrit en espagnol et traduit, je sais pas trop, mais il a cette écriture un peu théâtrale qui au début je trouve c'est un peu compliqué à rentrer dedans. Je pense que le premier quart d'heure c'est des phrases un peu très écrites et c'est pas forcément hyper naturel, mais je sais pas, je trouve que ça marche hyper bien parce que au final c'est pas tant sur les dialogues que sur ce qui se dit pas et sur ce qui se transmet à travers la caméra. Donc les dialogues, même s'ils ils peuvent sonner un peu parfois forcés, je trouve que ça marche, quoi. Voilà. Je suis dithyrambique. Ouais, non, mais alors vraiment pour le coup très très d'accord. Je vais pas non plus rajouter beaucoup parce que t'as vraiment tout dit, puis je rejoins tout à fait ce que t'as dit. Non, je dirais que le fait que ça soit bourgeois, justement, et que ça soit assumé, que t'es à New York, classe bourgeoise supérieure, et ça dérange pas. Enfin, je vois pas. Moi, vraiment, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, je trouve que c'est très intéressant parce que le film, il y a tout le temps la mort, quoi. C'est tout le temps, elle va mourir, et c'est le propos, c'est la place qu'a la mort dans nos vies, et surtout, quand t'es vraiment face, quoi. Et le fait que ce soit dans un milieu bourgeois, je trouve ça super intéressant parce que ça veut dire que vraiment, c'est pas une question de classe. Ni d'argent, ni de moyens. On a des questions qu'elle se pose. Le côté louer une maison à New York exprès. Évidemment. Non, mais bien sûr. Mais en fait, moi je trouve la réplique de Julianne Moore quand elle dit non, mais vous savez ce que c'est l'euthanasie. Enfin, je vais pas dire ni pourquoi ni comment ça arrive, mais quand elle utilise le terme euthanasie, je trouve que ça vient vraiment ramener ça à quelque chose de très 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 terre à terre et très commun, quoi. On peut tous se poser cette question et de près ou de loin s'identifier, se projeter et se demander comment nous on réagirait. En fait, tout le film en permanence, on est un peu du point de vue de Julianne Moore, quoi. On veut pas que ça arrive autant qu'on sait que ça va arriver, ça doit arriver. C'est déjà presque arrivé. Et c'est synthétiser toute cette
appréhension qu'on a de la mort, chaque individu que nous sommes sur cette pauvre petite planète, c'est de le synthétiser en même pas 2 heures de film et de rendre ça ni déprimant ni le sublimer en mode c'est pas grave, c'est bon. Il y a vraiment cette ambiguïté folle qui fonctionne super bien et comme tu dis, ça passe par de l'atmosphérique, de la situation, du regard. Les 2 actrices jouent vraiment bien et Tilda Swinton aussi, je me suis dit à plusieurs moments, pendant très très longtemps, on a dit de son visage, de son physique qu'elle a quelque chose de très fine et souvent les gens disaient un peu zombie, cancéreuse, des critiques pas très, en fonction de comment sont amenées, pas très glorifiantes ni qui vont vraiment pas porter toute la grandeur de cette actrice. Et là, pour le coup, justement, elle est dans un rôle de cancéreuse et il y a une bienveillance à la caméra qui fait que elle a le physique du personnage, il faut le dire, et pourtant tu passes au-dessus, quoi, tu t'en fous. Enfin, ouais, elle est un peu fine, elle est un peu squelettique et c'est vraiment, elle dépasse ça. Autant la caméra, la réalisation, la mise en scène, que l'actrice, elle vient s'emparer de ça. Et il y a une vraie force d'interprétation là-dedans. Et comme tu dis, sur le côté théâtral, où déjà Tilda Swinton de base a ce jeu un peu shakespearien, où c'est des grandes phrases. Même l'accent, la façon de parler. Elle a l'accent, la façon de parler, c'est quelque chose de très britannique, shakespearien, où on va te porter un texte et on sent qu'elle est capable de tenir une pièce pendant 2 heures. Et je trouve que ça marche super bien parce que, comme tu l'as pas spécialement précisé, mais elle est reporter de guerre. Ouais. Et il y a tout ce passé-là rien que ça, je trouve que c'est une idée mais merveilleuse de dire elle est reporter de guerre et d'un seul coup, juste avec son visage et son métier, tu comprends tout à fait ce qu'elle pense, pourquoi elle le pense, où elle en est dans sa vie, son rapport à la mort exactement. Et à chaque fois, c'est pas non plus rappelé des tonnes de fois, mais quand t'as ça en tête, ça te fait un personnage. Elle tient le personnage et tout est super bien cousu, pensé. C'est très pudique, très beau. Je trouve que ça parle de la mort d'une façon très très douce, très très belle. C'est vraiment juste des discussions et non, c'est très très fort, oui. Oui, Théa. On a une question au fond de la salle. Oui, non, mais c'est une observatrice, mais attentive. Merci pour votre... ça me donne encore plus envie d'aller le voir. Parce que... je voulais juste rebondir sur les critiques qui trouvent que c'est un film bourgeois. Mais je suis tellement désolée, mais Pedro Almodóvar, c'est un des rares réalisateurs espagnols, en plus, qui a filmé sous la dictature, après, qui a été l'un des rares à vraiment être extrêmement queer dès le début. Ah oui, et il a filmé... Ça, en vrai, oui. Non, mais attends. Mais il a filmé de tout. Ouais. Donc moi, ça m'étonne même pas. Et puis en plus, ça fait 2 fois là qu'il tourne des trucs avec Tilda Swinton. Il avait fait La voix humaine. La voix humaine. Et il y avait aussi The Strange Way of Life. Donc peut-être que là, il est juste dans une nouvelle phase où il tente des trucs... il a eu plein de phases avec plein d'actrices principales différentes. Il y a eu la phase Victoria Abril, Penélope Cruz. Bon, elle est toujours partout, hein, mais... mais en somme, il fait que se réinventer. Et puis, je suis désolée, mais... Qui a le luxe de discuter de la mort ou de penser à la mort, ou qui a assez de temps pour penser à ça ? Les bourgeois, je suis désolée, mais pour moi, ce serait presque misérabiliste de tourner ça dans une classe pauvre, parce que ça ferait un peu oh, regardez, c'est une personne qui touche les allocs, qui en plus ont un cancer et un chien à 3 pattes. Enfin, là, c'est plus du Ken Loach, des fois. Ouais. Non, mais puis de toute façon, ça évolue aussi avec la carrière du réalisateur. En plus, c'est ça, c'est tu es un réalisateur qui est connu, c'est-à-dire au départ, tu es un réalisateur qui est pas connu, donc évidemment, tu peux te sentir beaucoup plus proche de ta classe sociale, machin. Quand à un moment donné, tu vas t'embourgeoiser, au lieu d'essayer de faire cette espèce de truc de non, regardez, moi je suis toujours un vrai prolo. Ce qui est toujours ridicule, hein, les réalisateurs qui font ça sont toujours ceux qui vont se perdre et qui vont faire des mauvais films. Là, au moins, tu assumes ton côté où tu t'es un minimum embourgeoisé. Et puis, je vais ton passant. Non, je suis pas d'accord. Parce que non, toute sa vie, il a toujours montré des personnages qui viennent de classes extrêmement différentes. Oui. Femme au bord de la crise de nerfs, je suis désolée, mais personne ne peut avoir ce rooftop à Madrid. Oui, bien sûr, pas un minimum. C'est un homme aussi très cultivé. C'est un homme de culture. Donc, peu importe la classe. Et justement, je pense que là, il s'est mis dans un contexte un peu plus neutre, on va dire, pour parler de quelque chose de beaucoup plus général. Il n'a pas voulu dire, mais c'est ce que vous disiez très bien, il n'a pas voulu pointer du doigt certaines classes ou je sais pas quoi, mais il le fait très bien dans plein d'autres films. Donc moi, je pense pas qu'il s'embourgeoie. Je pense juste que, il évolue. Il veut montrer d'autres choses. Et c'est très bien. Je rajouterais aussi une chose, c'est cette relation, enfin tu l'as déjà très bien dit aussi, mais je vais le répéter d'une autre manière, mais cette relation entre ces deux, en fait, je trouve ça merveilleux. C'est rare, et c'est rare en plus que ça soit bien écrit, mais une amitié entre deux cinquantenaires, et c'est ni...
forcé parce que ça passe par on a des enfants en commun à la crèche ou parce qu'on a nos maris sont amis ou parce qu'on est collègues de travail et c'est pas il y a un sous-entendu romantique ou sexuel quelque part. C'est purement de l'amitié et je trouve ça vraiment très beau. C'est synthétiser ça. Il y a pas d'autre chose. Elles s'entendent bien. Elles sont amies et elle lui a dit tu sais quoi, je t'aime bien. Viens, on va juste à la montagne, à la campagne. Et ça dépasse pas ça. Ça reste toujours à ce niveau-là. Je suis vraiment très très... Et même quand ça parle, il y a des histoires d'amande romantiques. Ça part un peu dans ce passé-là. C'est toujours amical. C'est toujours... On reste au niveau de deux bonnes amies. Et je suis vraiment content. Je trouve ça vraiment beau. Non, aussi juste pour revenir à ce que tu disais sur Almodovar, en plus c'est vrai qu'il a maintenant je pense 75 ans, enfin un truc comme ça, il est assez vieux quoi. Et du coup je trouve que c'est intéressant de voir que, en fait je pense qu'il est d'un côté ou de l'autre du film. Est-ce qu'il est terrifié de la mort ou est-ce qu'il est plutôt en mode j'attends que ça vienne et pas de soucis. Je pense qu'il a fait ce film aussi comme un truc d'aborder ce sujet-là vraiment frontalement. Donc c'est hyper intéressant aussi. Après, si j'avais quand même un petit bémol sur le film, c'est qu'il y a un moment, il y a un passage avec John Turturro, donc il joue le mari ou je sais pas trop, le compagnon. Non, l'ex-amant. Bon, voilà. Mais ami. Rien à voir. Ouais, enfin l'ami de Julianne Moore. Ouais. Et en fait, il y a ce moment un peu bizarre où ça parle de changement climatique. En fait, lui, c'est un espèce d'auteur, de conférencier / auteur / un peu intellectuel qui est très critique, qui pense que le monde va s'arrêter et on va tous mourir quoi. Et il est vraiment dans ce truc là et en fait je me suis posé la question un peu de la pertinence de ce petit discours de 3 minutes quoi, et ça revient un petit peu ponctuellement mais pas vraiment sur on va tous mourir et je sais pas, je trouve que ça m'a pas tant dérangé que ça, mais avec le recul c'est fait d'une manière où je me dis c'est pas vraiment utile, ça apporte pas grand chose au reste du récit, parce que si c'est pour dire on va mourir donc autant mourir, donc il n'y a pas de souci avec la mort, c'est bizarrement fait. Enfin je sais pas, j'ai pas vraiment compris à quoi ça voulait, à quoi il voulait venir, mais sinon à part ça trop bien, moi je peux que le recommander, c'était vraiment une belle séance, un beau film quoi. C'est vrai que t'as raison, c'est un peu les 2-3 seules minutes du film où la mort sort de ce contexte individuel. C'est plus dans la maison, c'est plus toi et moi et du coup le public par extension. C'est d'un seul coup, t'as ces 2 pauvres minutes qui te disent le monde brûle, on va tous crever et c'est dommage qu'il soit tombé, t'as raison de le relever. Mais en fait, oui, cette scène... c'est pas grand-chose. J'ai regardé le décor, moi. Je dois t'avouer que l'architecture, la manière dont il filme, c'est vraiment pas le propos, le sujet du film, mais la manière dont il filme les décors, la nature et comment il vient inscrire toute cette histoire là-dedans. Il y a aussi une forme de pudeur et de trucs très très simples, très très léchés qui fonctionnent très bien. Donc très bon film de début d'année, vraiment cool. Allez, après La Chambre d'à côté, on enchaîne avec le prochain film, un film qui était sorti en toute fin d'année 2024. On va vous parler de Nosferatu de Robert Eggers. My dreams grow darker. Does evil come from within us? Or from beyond? Nosferatu est donc le dernier film réalisé par Robert Eggers, un réalisateur qu'on avait déjà pu vous en parler plusieurs fois, notamment Théa avait pu vous faire une petite carte blanche sur son The Lighthouse, mais on peut aussi citer The Witch de Robert Eggers ou aussi son avant-dernier The Northman. C'est donc le remake du film Nosferatu de 1922 de Murnau que je vous invite chaleureusement à découvrir. C'est un peu un petit classique du cinéma, on pourrait dire. En tout cas, c'est un film muet assez classique qui en plus vient d'être restauré encore tout récemment, trouvable sur YouTube, et il vient d'être restauré en 4K. Donc vraiment, je vous invite chaleureusement à le découvrir, ce petit morceau de cinéma de l'époque. On retrouve dans les rôles principaux Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily Rose Depp et William Dafoe. Toujours lui d'ailleurs, vraiment, l'année 2024 pour William Dafoe a été riche, on pourrait dire. Nous sommes 2 à l'avoir vu, Théa et moi-même. Je me permets de commencer, ma chère Théa, si tu me donnes... je l'achèverai après. Tu l'achèveras après, très bien. Alors déjà, pour poser un peu...
Robert Eggers, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup The Witch et j'aime beaucoup The Lighthouse parce que ces deux films représentent, en tout cas, ont montré le talent de Robert Eggers dans sa mise en scène et dans sa réalisation. Le mec a une véritable patte de réalisation qui est très particulière, qui mélange à la fois le gothique, le sombre, l'horreur, mais aussi une certaine forme de poésie. Tout ça s'insoufflant dans une forme de folie viscérale et psychologique qui tout simplement te retourne le cerveau. Et c'est vrai que du coup Robert Eggers fait notamment partie de un peu cette grande team des auteurs du elevated horror. Encore une fois, c'est un terme que j'aime pas du tout, mais il fait un peu partie de ces grands représentants de cette espèce d'horreur moderne un peu viscérale. Et j'allais du coup voir Nosferatu avec on va dire beaucoup d'impatience, et surtout je voulais le voir pour justement pouvoir faire mon top de 2024 serein. Vous avez remarqué qu'il n'est pas du tout dans mon top, donc évidemment, ça n'a pas été là-dessus. Mais en fait, j'irais même un peu plus loin. J'ai été un peu déçue de Eggers sur ce film. Tout simplement parce que, justement, je trouve que le film perd cette brin de folie, cet élément de folie que je trouvais dans son cinéma et qui, moi, me plaisait. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus convenu. En fait, il y a des trucs que je trouve super, hein. Je pense qu'il y a des plans qui sont vraiment incroyables. Je pense qu'il y a toujours une mise en scène qui est très intéressante dans cet usage du sombre, dans cet usage du noir, dans cet usage du style un peu gothique, parce que c'est clairement ce que l'auteur s'y en inspire. La manière dont il va référencer le film de Murnau et la manière dont il va le mettre en scène d'une manière très moderne et d'une manière très pertinente, je trouve. Et qui garde encore quand même une certaine patte de Eggers dans son ensemble, avec ce style gothique, sombre, lourd et très très froid. On voit par rapport au travail des couleurs qu'il y a ce truc de froid qu'il essaye de créer. Et d'ailleurs, ça joue aussi. Alors, on pourra en rediscuter un peu, mais je trouve que le travail des comédiens est plutôt intéressant à plein d'aspects, et notamment le changement de style qui peut se créer de la part de ces personnages. Comment, moi, c'est le cas notamment. On aura le temps d'en reparler, mais je pense que c'est notamment ce que fait Lily Rose Depp dans ce film, où il y a des tentatives de faire des trucs, et moi, je suis pris par son jeu, par cette espèce de brin de folie qu'elle essaye d'insuffler dans son personnage. Moi, ça, c'est un truc qui me plaît, et il y a pas mal d'éléments de sous-marins thématiques que je peux trouver intéressants sur la question de l'amour, sur la question de la passion, et notamment comment Eggers reprend le personnage de Nosferatu pour en essayer de créer un personnage de désir. C'est un truc qui est historique dans la représentation du vampire, mais comment on va créer un personnage qui est un personnage du désir, qui est un personnage qui tente les mortels pour les faire aller du passage, du côté obscur, on va dire, d'une certaine manière, de la force. Comment on va jouer aussi sur la question de l'émancipation, d'en faire un personnage presque émancipateur par moment. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent, et il y a des lectures intéressantes. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, j'ai cette sensation bizarre de me dire, oui, j'apprécie le film sur plusieurs trucs, sur plusieurs propales, mais de l'autre, je trouve que c'est assez convenu, assez... quelqu'un d'autre aurait pu le faire, en fait, et je vois moins la logique de pourquoi on reprend ce mythe du Nosferatu, parce que c'est pas juste le vampire qu'on prend. On prend Nosferatu, une figure du cinéma qui est très importante dans le cinéma de genre et dans le cinéma et dans l'histoire du cinéma de manière générale. Alors pourquoi reprendre cette figure-là pour en dire au final quelques petits trucs, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de particulièrement bluffant ? Non. Surtout qu'encore une fois, oui, c'est sombre, oui, c'est un peu glauque, mais il n'y a pas cet élément-là, vraiment cette touche de bizarrerie psychologique et mindfuck que je retrouve dans son cinéma. Oui, c'est un peu sombre, oui, il y a un peu ce personnage qui fait un peu peur, oui, il y a des moments un peu bizarres, mais c'est pas ça qui vraiment est prenant dans le film. En fait, pour vous dire la vérité, le moment où vraiment je retrouve le style Eggers dans sa folie, c'est dans la fin du film. La finalité du film, c'est là où je tombe vraiment dans ce truc de mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? C'est complètement fou ce que je regarde. Et c'est pour ça que la fin, d'ailleurs, je la trouve extraordinaire. Cette fin, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais dans l'ensemble, tout est assez soft, tout est plutôt accessible, alors que c'est pas censé l'être si tu veux vraiment avoir une posture jusqu'au boutiste telle qu'il avait dans The Witch, où The Witch, il y a encore un plan, moi, qui me terrifie, le plan de justement cette sorcière dans la cabane où on va juste la voir de dos. Enfin, il y a un truc qui se passe dans cette scène qui me terrifie au plus haut point, et il y a un peu ce truc de oui, Eggers essaye d'insuffler quelques petits trucs dans ce film,
ça va pas plus loin que juste la question de la sexualité, du désir et un petit peu d'émancipation. Ça apporte pas vraiment grand-chose et c'est vraiment dommage. Ce qui fait que je déteste pas complètement le film. Je pense que j'aime quand même le film parce qu'il me tient et que je me divertis devant et je prends du plaisir quand même. Et parce que je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a des trucs intéressants. Mais je pense que c'est très probablement le film d'Eggers le plus faible en fait. Je pense que c'est le plus faible et ça reste peut-être sympathique, mais c'est vraiment pas pour ça que je vais voir ces films à ce mec. Moi je vais voir ces films parce que je sais que c'est un mec qui est capable de me toucher au plus profond de mon être et vraiment de me faire du mal dans cette espèce de sombreur continue. Là j'avoue, je n'ai pas ça et ça fait que je trouve ça un peu dommage. Ouais, écoute, moi j'ai vu que The Lighthouse, donc, mais j'avais même pas fait le lien d'ailleurs en arrivant au cinéma, je savais même pas que c'était lui qui l'avait fait, bref. Moi, il m'intéressait parce que j'ai vu récemment le Dracula de Francis Ford Coppola, qui, lui, pour le coup, réinvente totalement la figure du vampire, parce que Nosferatu, c'est genre la version Leader Price de Dracula, parce qu'ils pouvaient pas refaire la même, donc ils en ont créé un autre qui a grosso merdo la même histoire. Hein. C'est juste qu'il a une autre esthétique et que maintenant, c'est deux personnages séparés, mais globalement, ils viennent les deux du même livre, donc Dracula de... comment il s'appelle? Bram Stoker. Et du coup, j'avais regardé le Dracula de Francis, qui m'a laissé une image incroyable, surtout dans sa façon de montrer le vampire, et sous sa forme, on va dire, la plus humaine possible, avec des costumes incroyables, avec des références incroyables, avec surtout une vraie raison pour laquelle, tout d'un coup, le comte Dracul doit retrouver une femme au XVIIe siècle à Londres, alors qu'il n'y a rien qui les lie. Bref, il y avait toute une backstory qui était beaucoup plus intéressante et qui en plus était, réaliste. En tout cas, ça donnait un sens au film. Et alors, dans ce Nosferatu-là, je suis désolée, mais c'est très mauvais signe quand devant un film d'horreur, t'as la salle qui rit tout le temps. Moi compris, moi je me suis marrée mais pendant tout le film. Hein. Mon petit Chatsi, lui, il a sursauté tout le temps, c'était très chou, il s'est cramponné à mon bras et tout. Et après j'ai fait une imitation de Nosferatu et ça, il s'est chié dessus. Donc voilà. Mais ce film, c'est une vraie catastrophe de mon point de vue. Allez, je vais être sympa en 2025, je vais dire de mon point de vue comme disclaimer, comme ça c'est bon, je fâche personne. De mon point de vue, c'est une catastrophe niveau scénario parce que t'es introduite, la première scène est vachement sympa, genre moi je me suis dit wow, si c'est comme ça pendant tout le film ça va être incroyable, mais en fait ça t'explique pas le pourquoi du comment le mec il doit retrouver la meuf à la fin. Et vraiment je vous le dis comme ça parce que globalement c'est ça la question pendant tout le film que je me suis posée, c'était ouais mais pourquoi elle ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? C'est quoi leur lien, les deux ? Genre, c'était un one night stand, hein, les gars, faut se calmer. C'est pas pour ça qu'après on va se marier, enfin bref. Du coup, déjà ça, je trouvais que c'était bien moins développé et bien moins intelligent que dans le Dracula de Francis. L'allure principale du vampire est absolument risible, je suis désolée, mais aucune de ces apparitions n'est mémorable. Sauf la fois où on voit son pénis. Ça, c'est vraiment très très drôle. D'ailleurs, c'est un prop. J'ai vu des photos de behind the scenes. C'est un prop. Je trouve ça beaucoup trop drôle. Mais justement, pour moi, il est risible, ce gars. Pour moi, c'est Dr. Eggman dans Sonic. Il a la même tête que lui, mais en mode cancéreux. Mais il a la même tête que lui parce qu'il a une petite moustache moche. Bref, ce gars, je trouve qu'ils lui ont totalement niqué son sex appeal et sa prestance. Pour moi, Nosferatu n'a absolument aucune prestance dans ce film par rapport à Gary Oldman dans Dracula, il y avait un jeu sur les ombres pour nous montrer que c'était un personnage qui était pas du tout humain, qui était surnaturel. Là, il est pas surnaturel, il est juste cancéreux, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Il a vraiment aucune prestance, ce pauvre Nosferatu. Il parle à 2 à l'heure. C'est un supplice de l'écouter. Je sais pas qui s'est dit que ça devait être une bonne idée de faire ça à Bill Skarsgård. D'ailleurs, j'ai même pas su que c'était lui avant la fin parce que j'étais là genre, c'est le méchant de Sonic. Donc je peux juste pas, je peux pas. Il parle ultra lentement. Et puis alors, les autres comédiens, alors je suis navrée, mais l'un des gros points faibles, c'est les putains de dialogues. Je sais pas qui est le scénariste qui s'est pris pour un génie, mais il y a des phrases qui sont juste pas naturelles à prononcer. Et quand t'as Lily Rose Depp qui sort Destiny, Destiny, ouais, et que t'as tout le monde qui se marre, tu te dis, alors t'as peut-être loupé ton coup.
Tu veux un Pulitzer peut-être, tu veux un prix Goncourt, mais alors franchement là, non. Et moi, je suis désolée, mais c'est vraiment des petits éléments comme ça qui me sortent du film. Parce qu'il y a le fait que je trouve ce film absolument nul, mais il y a en plus le fait que durant mon visionnage, j'ai été constamment ressortie de l'intrigue à cause de ça. Parce que t'as des sorties absolument ridicules, t'as des personnages qui te racontent un script plutôt que d'agir normalement. T'as Nosferatu qui, je trouve, est pas du tout un personnage méchant iconique. Il n'y a aucun soin là-dedans. Alors après, l'ambiance, elle est incroyable. Elle est vraiment méga glauque. T'as froid pendant tout le film. Hein, Non, ça, c'est bien spot. J'ai beaucoup aimé aussi toute la partie avec la peste. Enfin, tout ça, c'est... Mais de nouveau, les personnages, ils sont vraiment très grotesques. Et même William Dafoe, il sauve pas trop le truc. Enfin, moi, c'était mon personnage préféré de tout le film. Parce que... il se balade dans le récit. Vraiment, il se fait plaisir. Il se dit, bon, c'est la fin de l'année, on va y aller, quoi. Ah, clairement. Mais alors, les autres... En même temps, je le kiffe. Quand il est dans sa grotte avec sa flamme, là, et il part en vrille. Et vas-y, avec tous ces chats. Ah, mais continue, man. Ah non, mais lui, il est incroyable. Mais alors, les autres... Nicolas Hoult, il a... 2 expressions faciales. Lily Rose Depp, on dirait qu'elle a vraiment mangé un truc qui passe pas. C'est genre l'exorciste, mais en pire, parce qu'en plus, là, elle se vante de l'avoir chorégraphié en mode « Je me suis inspirée de taper Lazzani dans la version originale, et puis ça, tu sais plus quoi ?» Genre, meuf, t'es pas une bonne actrice, ta gueule. Va juste jouer. De nouveau, c'est mon avis. Hein, je vous rappelle, c'est mon avis. Retourne faire des putains de pubs Chanel si tu veux, mais juste quitte le monde du cinéma parce que vraiment c'était nul à chier. Moi j'ai pas du tout aimé sa performance. Elle est ultra plate pendant tout. En fait, t'as l'impression qu'ils sont tous complètement débiles et qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose. Sauf que Nosferatu, vu qu'il parle à 2 à l'heure, bah ça arrive pas. Et donc c'est méga long pour rien. T'attends vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais vraiment. Finis sa phrase. Mais je te jure, il y a des moments. Bref, pour moi c'est une catastrophe ambulante, ce film. J'en attendais extrêmement peu, pour vous dire. Mais et un truc qui me terrifie, c'est qu'il va y avoir un Frankenstein cette année. Il va aussi y avoir un autre film sur les loups-garous. Donc, la tendance costume d'Halloween est en train de repartir en flèche. Et alors, franchement, j'ai ultra peur, parce que si c'est ça ce qui nous attend cette année... Non. Je pense que ça ira dans une autre démarche. Après, parce que tu vois par exemple The Wolf, je crois qu'il s'appelle. Donc The Wolfman, ouais. The Wolfman, c'est le réalisateur qui avait fait The Invisible Man, qui était un film qui. Mais non, mais tu rigoles. Oui, mais parce que c'est Universal. Ils ont tous les droits des vieux. J'ai oublié, ils ont appelé ça le Monster Core ou un truc comme ça. Exactement. Et ils veulent donc c'est plus qu'une trend, c'est une vraie volonté du studio Universal de réanimer tout ça. Mais en fait, ils ont aussi la volonté de donner à des réalisateurs et des réalisatrices qui sont quand même assez intéressants. Je veux dire, Robert Eggers, c'est quand même un mec, c'est pas un mec naze en fait, c'est quand même un gars qui a une vraie volonté artistique, et une vraie volonté, une vraie vision d'auteur. Le gars qui a fait The Invisible Man, même si moi c'est un film que je trouve un peu moyen parce que j'ai beaucoup de problèmes sur le film, sur plein de trucs, je trouve que c'est une super bonne idée ce qu'il avait voulu créer de base, mais il part dans une mauvaise direction. The Wolfman, on verra bien comment ça donnera, mais ce que je veux dire, c'est que pour revenir un peu sur Nosferatu, moi je suis assez d'accord avec toi sur la question des dialogues. C'est vrai que les dialogues, en fait, la grande majorité du temps, moi ne me dérange pas, mais il y a des moments en fait ils commencent à partir, et c'est notamment le cas lors d'il y a des discussions entre le personnage d'Hélène et justement le personnage du Comte Locke, où ils partent dans ces espèces de dialogues pseudo-amoureux, de je te déteste, je t'aime moi non plus, qui est un peu hors sol, enfin qui a pas vraiment de sens par rapport au récit, parce que c'est la première fois qu'ils se voient officiellement. Après, le film normalement te raconte pourquoi en fait elle et pas quelqu'un d'autre, hein. En fait, c'est l'intérêt de la scène du début. Oui, mais on nous explique pas leur lien. Leur lien, c'est qu'elle était... Il l'a baisé une fois, c'est tout. Bah oui, c'est ça. C'est qu'elle était toute triste, elle l'a appelé une fois et puis il l'a baisé. Oui, mais tu vois, d'un côté, oui, mais lui, il est pas passé à côté, tu vois. C'est un espèce d'ex qui arrête pas de te stalker et qui vient jusqu'à chez toi, tu vois, et qui vient habiter à côté de chez toi. Voilà, c'est ça. C'est un incel. Voilà, c'est un incel. Une grosse barbe, c'est un incel. Après, tu vois, pour rester sur le visage de l'incel, ce boug-là, moi, son visuel me dérange pas. Je le trouve un peu particulier par rapport à Nosferatu de Morneau et par rapport à d'autres visions qu'on pourrait avoir du vampire, mais ça en fait un vampire non pas beau gosse, non pas stylisé, mais ça en fait justement un vampire anti-stylisé, quoi, qui est crado, qui est pas beau, qui est pas stylé, quoi, à proprement parler. Il te fait un gars un peu crade, quoi. Oh bah Gary Oldman, t'as vu, il a une tête.
avec un cul Ouais. sur la... Enfin, genre... Oui, Gary Oldman non plus. Moi, je vais chez un vieux monsieur comme ça, même s'il me paye une commission de 3 millions et quelques, plus l'inflation, mais non, je lui demande si tout joue avec lui, hein. on est bien. S'il a une réaction allergique ou je sais pas Je quoi. peux comprendre, mais on est bien d'accord quand même, Nosferatu a quand même une sale tête beaucoup plus grande là-dedans que dans le film de Coppola. Un minimum. Alors on va peut-être pas faire des il a une classements, sale tu vois. tête, mais le problème c'est qu'il est pas iconisé. La première fois que tu le vois, genre tu le vois de dos, puis après tu vois tout de suite sa tête, et justement il joue pas avec son aspect surnaturel. Oui, alors ça, on je voit peux être son d'accord. pénis, enfin, c'est nul. C'est vrai, pas faux. Mais je... Donc le débat, c'est qui vous tapriez des deux Oui, c'est ça. À Gary Oldman, à Claire, Voilà, je pense que c'est un Alors peu que le comme gars, il est Gary plus Oldman sur, aussi. Non, mais... Nicolas. Non, certainement pas. Non, mais je peux comprendre un peu tous ces éléments-là. Et c'est vrai que moi, ça me pose un peu des questions sur la liberté qu'a eu Eggers sur justement Ah ouais, ce bien sûr. film-là. Parce que je me dis, mais il y a des trucs qu'il n'aurait pas fait, je pense, s'il était un peu plus libre. Parce qu'il est à Universal, donc je pense qu'il aurait été un peu plus libre autre part. Ma foi, je ne sais pas. J'ai pas eu vraiment un. Je me suis pas fait autant ennuyer que toi. Je pense pas que c'est un film catastrophique. Je pense au contraire. Je pense que c'est un film qui a vraiment beaucoup de qualité, mais qui va pas là où il devrait aller. Je pense qu'il passe pas l'étape supérieure pour vraiment dire ok, là on est sur un truc assez intéressant. Moi pour l'instant, je me retrouve devant un truc un peu trop convenu, malheureusement. Et c'est même pas horrifique. Je sais pas toi, mais moi je m'attendais à ce que Ouais. ça pisse le sang, qu'il y ait des trucs. Mais c'est ça. Il se passe rien, c'est très blanc, c'est très blanc et noir. Bah, c'est en fait. très gothique, justement. C'est très goth pour pas grand-chose. Enfin, c'est très goth pour un espèce de truc un peu sombre, poétique, mais en oubliant tout le côté crade que ça aurait pu être. Il y a des petits moments quand même crado. Je pense notamment à une scène où t'as le personnage de Nosferatu dans la pièce de la famille. Là, il y a un truc qui est pas mal qui se fait, mais c'est que des petites touches comme ça, quoi. Ouais. Et ça n'a pas le vrai... Ça n'a pas la vraie expression du cinéma de genre que peut-être on voulait retrouver dedans. C'était donc notre avis sur Nosferatu. Donc toi, Théa, tu pourrais dire, allez voir... Bah allez voir le vrai, le seul, l'unique Dracula, qui est toujours évidemment dans nos salles actuellement, Oui. en 1980. Le premier. Et allez se voir Nosferatu de Morneau, qui est aussi dans les salles depuis 1922. C'est évident. En Prusse. En Prusse. Je suis sûr que c'est une... 1922, Au je suis sûr... kinéscope en Prusse. Je suis sûr que ça va être une année impeccable pour l'Allemagne. Tout va bien se passer. En tout cas, c'était notre avis pour Nosferatu et on va enchaîner tout de suite avec un autre film d'un grand réalisateur. On va vous parler de Here. I could spend the rest of my life here. This was our home. We lived here. Here est donc le nouveau film de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, réalisateur notamment de Forrest Gump, Retour vers le futur, donc les 3 Retours vers le futur. Le Pôle Express, évidemment, que je sais que Lorenzo, tu as une grande affinité. Tu l'avais d'ailleurs recommandé pour Meilleur film de Noël ever. Oh. Et ben voilà, pour le film, d'ailleurs, tu l'avais recommandé dans le calendrier de l'Avent 2024. Mais c'est aussi tristement récemment le mec qui a réalisé Pinocchio de Disney. Donc pas forcément disons une carrière récente la meilleure, on va dire. Et il nous revient du coup avec ce nouveau film où le film est en fait une odyssée à travers le temps et la mémoire, centrée sur un endroit en Nouvelle-Angleterre où depuis la préhistoire jusqu'à plus tard, depuis une maison, l'amour, la perte, la lutte, l'espoir et l'héritage se jouent entre les couples et les familles au fil des générations. C'est un film qui du coup est sorti aux États-Unis, qui s'est fait déglinguer par la critique d'une manière hyper violente, qui est arrivé un peu plus tard chez nous et qui en fait porte un concept assez intéressant, en tout cas on va pouvoir le dire, maintenant on va voir si ça marche ou pas, mais en fait le concept c'est que le film est composé d'un seul plan, une seule caméra fixe qui ne coupe tout simplement jamais, un seul plan, et Robert Zemeckis du coup nous vient avec ce nouveau projet. Théa et moi, nous sommes toujours les 2 seules personnes à l'avoir vu. C'est toujours tous nous 2 qui avons vu ce film. Théa, cette fois-ci, allez, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Est-ce que tu l'as apprécié? Eh ben, écoute, si Nosferatu avait des pouvoirs, j'enverrais Nosferatu sur Robert Zemeckis pour être sûr de plus jamais avoir de film de lui. Alors,
Bon, c'est clair. Tu nous parlais du concept, donc qui est tiré d'une bande dessinée qui a justement ce concept de cases à plan fixe et qui ensuite met des incrustations d'autres cases qui permettent de remonter dans le temps et des fois c'est relié par des objets ou des lieux. Et c'est assez sympa d'ailleurs de voir, je sais pas... si c'est un téléphone qui est montré, eh ben, je sais pas, t'as l'action qui est en 1950 et puis du coup après t'as un téléphone des années 20, enfin des trucs comme ça. Et c'est assez, moi j'adore ce genre de concept où tu te dis, ok, c'est du cinéma, comment est-ce qu'il va nous faire un truc qui n'entre pas dans la case théâtre, mais qui entre dans la case cinéma. Bref, très sympa. Moi j'aimais beaucoup le concept, m'a vraiment attiré. C'est tout ce que j'aurais à dire de positif sur ce film. Vraiment, je suis trop désolée. Hein, mais... Enfin, non. De nouveau, c'est mon avis. Mais je n'aime pas... C'est subjectif. Voilà. Je n'aime pas Robert Zemeckis. Je n'aime pas Forrest Gump. Et j'ai peu d'admiration pour Tom Hanks. Donc, il y avait quand même très peu de trucs qui allaient pouvoir m'attirer, hormis le concept. Mais bon, je l'ai quand même regardé. Alors, par où commencer ce film, il a été tourné quand déjà ? Parce que les CGI, c'est vraiment une catastrophe. Je veux dire, tout ce qui se passe pendant la préhistoire, c'est ignoble. Et il y a aussi un petit stratagème qui s'appelle le de-aging. Vous savez, cette chose-là qu'on tente depuis des années et qui marche moyennement, ou alors dont on a besoin, enfin pour que ça fonctionne, on a besoin de subterfuges, genre c'est en pleine nuit, il y a de la brume, etc. Puis même là, tu sens que ça pue un peu. Mais quelle bonne idée d'avoir fait du de-aging sur des acteurs de genre 80, non, je sais pas, il a pas 80, mais genre 70 et 60 ans, en pleine lumière, en gardant leur voix d'origine. Bah, bien sûr, moi, j'y crois à Tom Hanks, 17 ans. Oui, bonjour, papa. Voici ma fiancée. Donc ça, je trouve que c'est... T'as l'impression que le gars, il avait une idée en tête, mais qu'il savait pas comment le réaliser. Ou alors que peut-être qu'il a été... Mais c'est même pas... Non, je suis désolée, mais il a même pas d'excuse d'être limité par la technique, parce que depuis, on a eu Avatar, on a eu des milliards de trucs qui te montrent que la technique a quand même avancé depuis Forrest Gump. Donc pour moi, c'était soit il maîtrise pas du tout, soit... Enfin, je sais pas, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu arriver à ce résultat en se disant « Ouah, c'est exactement comme ça que je voyais les choses ». Donc, déjà pour moi, les CGI, c'est risible, c'est totalement loupé. Tu peux pas sortir ça en 2024 en te disant « Ouah, j'ai bien fait mon job aujourd'hui ». Bref, donc ça, c'est une catastrophe. Ensuite, alors, les histoires... Parce que du coup, c'est plusieurs foyers différents qui traversent les âges et qui sont dans cette maison. Et alors, on apprend au fur et à mesure que... Parce que du coup, c'est pas dans l'ordre chronologique. Ça, c'est une bonne chose aussi, je trouve. Mais alors... Comment dire ? Il aurait pu faire une histoire un peu cyclique ou linéaire, mais avec une narration linéaire, mais du temps un peu cyclique. Dans le sens où on pourrait se rattacher un peu aux expériences des personnages pour les rattacher au passé, ensuite au futur, etc. etc. Mais c'est pas vraiment ça ce qu'il fait. Donc on comprend qu'en fait, il habite enfin, cette maison, elle est construite en face de l'ancienne maison du fils de Benjamin Franklin, c'est bien ça ? Qui était l'un des derniers maîtres à avoir des esclaves, c'était ça, hein ? Oui, vaguement, mais c'est pas vraiment... Enfin, moi, je l'ai un peu oublié, voilà. ce truc-là. Oui, mais ça, c'est à garder en tête, justement. Parce que c'est l'un des trucs qui m'énerve le plus dans ce film. C'est que ça prend l'histoire comme des panneaux d'exposition. Ça ne sert pas à raconter l'histoire avec un grand H. Ça sert qu'à dire c'est un contexte. Et donc, moi, j'ai beaucoup de problèmes, d'autant plus que ce film ne montre que des personnes bourges. Pour habiter dans cette putain de maison, il faut avoir un certain salaire. Et t'as même... Alors, il y a une famille racisée, puis du coup, c'est rigolo, parce que... Oh, regardez, la maison d'en face, c'était la maison du dernier maître d'esclaves, blablabla, regardez la réussite. Mais de nouveau, c'est quoi ? C'est des mecs qui ont de l'argent et qui ont en plus une femme de ménage qui est latina. Donc, j'adore la hiérarchie raciale. C'est vraiment trop chou. Moi, ça m'est vraiment... Mais ça m'est sorti par les yeux. Genre, j'y croyais même pas en regardant ça. C'est ridicule. Et ensuite, c'est tout ce que je déteste le plus chez Robert Zemeckis. C'est cette glorification de l'Amérique blanche, des good old days, comme ils disent, qui n'a aucun recul sur son histoire, qui n'ose même pas prononcer le mot de racisme ou quoi que ce soit, qui te fait juste penser que
Ah bah c'était un détail de l'histoire, comme dirait une personne chère à notre cœur, Voilà, et qui est regrettée, qui a été regrettée depuis... Il est mort depuis combien de temps l'autre Oh, il y a quelques jours. T'as peur de brusquer Lily Rose Depp. Par contre, tu cites. Ouais, là tu comparais Robert Zemeckis à Marine Le Pen, enfin Jean-Marie. Non, je veux pas Tu vas comparer prendre ça. des mises en demeure de tous les sens. Non, mais attendez, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que comme réalisateur, qui nous a offert quand même des trucs incroyables que tout le monde adore, blabla, moi j'aime pas la vision qu'il donne de l'Amérique, qui n'a aucune critique sur lui-même. Il va tout montrer des événements, mais comme étant des événements, pas comme étant des moments historiques, révolutionnaires, parce que là, le problème, c'est qu'il insère des petites histoires dans la grande histoire, mais les petites histoires, elles te racontent pas la grande histoire. Elles servent juste d'exposition. Moi, ce film, je trouve que ça n'a rien à voir avec le médium qu'il utilise. Pour moi, les cases de BD, c'est pas ça le problème, c'est pas l'image générale, quoi. C'est vraiment... Les personnages et leur trajectoire, pour moi, elles sont juste insupportables. Et alors, il y a tellement de trucs qui vont pas non plus parce que il comprend pas comment ça fonctionne, j'ai l'impression, le grandir. Il y a des personnages, ils vont grandir, mais genre, ils vont prendre 20 ans d'un jour à l'autre, et d'autres, ils vont jamais grandir. Donc, je sais pas s'il s'est perdu au milieu, s'il se souvenait plus qui était qui, mais voilà. Et il y a des tas de personnages qui sont dans le fond, qu'on verra plus jamais. Moi, j'ai jamais compris qu'étaient les frères et sœurs de Tom Hanks, par exemple, dans le film. Et ça, j'ai trouvé pathétique, parce que le seul truc qu'ils mettent en avant, c'est Tom Hanks. Et je trouve, de nouveau, que c'est pas... Comment dire ? C'est pas un réalisateur progressiste non plus. Alors déjà qu'il a pas beaucoup de distance par rapport à son pays, mais en plus, par rapport à notre époque, il nous rabâche de nouveau les mêmes trucs. La femme au foyer, la femme frustrée, le mec carriériste et breadwinner. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait tellement d'autres histoires dans cette maison. Je sais pas, qu'il y ait des colloques, qu'il y ait des trucs, des machins. Enfin, moi, je voyais quelque chose de beaucoup plus divers à l'image, justement, des États-Unis. Mais non, c'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours les mêmes litanies qu'on nous rabâche. Oh, la guerre, oh, le truc, oh, le machin. Je sais pas. Pour moi, c'est une redite de Forrest Gump, pour lequel j'ai déjà pas beaucoup d'admiration, parce que ça a tout ce que je déteste le plus dans le cinéma, c'est aucune perspective historique, aucun recul, et pour moi, par exemple, ce serait juste l'inverse d'Almodovar. Almodovar, c'est exactement ça, c'est la diversité dans la culture, la diversité de tout ce qui est alternatif. Les bourges, les pas bourges, les noirs, les pas noirs, les trans, les pas trans, bref, tout ça, c'est de la société. Robert Zemeckis, sa société, elle est bien blanche, et en plus, ça fait 2 fois qu'il nous le dit, c'est Tom Hanks et Robin Wright. Donc, non merci. Alors, ouais, je suis pas tout à fait d'accord du tout. Mais déjà, j'aime pas Forrest Gump, mais vous êtes tous. Ouais, non, mais alors, déjà, il y a un truc assez pertinent, c'est que c'est clair que ça, je vais être d'accord avec toi. Voir le film, il y a évidemment une trajectoire Forrest Gump qui s'en dessine, et ça, c'est un truc qui est évident, et évidemment, on en est un peu dans cette même continuité. Je vais, juste avant de revenir un peu sur tout ce qui a été dit, déjà, je veux revenir sur la question du concept, parce que vraiment, moi, ce qui me faisait peur, c'était le concept initial, de me dire, est-ce que vraiment un film va réussir à me tenir de A à Z avec un seul plan fixe ? Ça, c'est vraiment un peu un challenge, et justement, je trouve que le film marche, parce que justement, son concept est tenu, c'est hyper original, et maintenir ce truc-là est assez intéressant, et on n'a pas cette sensation d'enfermement dans un espace, on n'a pas la sensation d'être dans un huis clos à proprement parler, quoique quand même un petit peu, mais on n'a pas cette sensation de rester toujours dans le même endroit. Il y a un peu cette sensation évolutive du lieu. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse, et fait déjà que le concept marche plutôt bien. Maintenant, je vais revenir sur plein de trucs. Déjà, j'ai vu beaucoup de critiques parler des CGI. Moi, je suis beaucoup moins critique envers les CGI. Il y en a qui marchent pas, on est bien d'accord. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve que ça marche. Je suis désolée, pour moi, la majorité mais moi, je trouve que ça va, quoi. C'est pas non plus catastrophique, vraiment. Très très loin de ça par rapport à sa carrière. Il y a le Pôle Express qui est pire en termes d'effets spéciaux. Mais c'était innovant. C'était innovant. Là, ça passe après tout le reste. Évidemment que c'était d'une autre époque. Non, moi je trouve déjà les CGI, je crois qu'il y en a qui sont beaucoup un peu durs avec ce film sur la question des CGI. Voire même, je trouve qu'il y a des CGI qui sont très intelligemment utilisés dans la manière de passer d'une zone à l'autre, de comment on va justement utiliser un carré pour couper une personne. Il y a des trucs qui sont hyper intéressants. Donc pour les CGI, moi, il y a quelque chose qui me plaît. Maintenant,
je vais revenir sur le truc de la narration cyclique que tu parlais. Là, je suis d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs une des grandes critiques que je fais au film, c'est que en fait, moi, ce qui me dérange du film, c'est qu'on a à peu près 8 histoires, 6 histoires qui sont racontées, il y a plein de trucs. En réalité, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment mise en avant, c'est celle de la famille Tom Hanks. Bah ouais. Il n'y en a qu'une seule. Et les autres, t'as notamment l'histoire d'une gamine qui a son père qui est fan d'avion. On a une histoire de 2 indigènes que tu vas voir 4-5 fois. Tu vas avoir une histoire de des inventeurs du Lazy Boy. Oui, ça, c'est drôle. Tu vas avoir justement cette famille renoise dans nos temps un peu plus modernes, mais c'est des trucs qui sont un peu plus secondaires par rapport à la vraie histoire principale qui est celle de 8 personnes, on va dire. Enfin, des 8 personnes, il y a vraiment ce truc-là. Donc c'est la famille de Tom Hanks qui est vraiment importante. Et c'est un peu la grande histoire qui vraiment est mise en avant. Maintenant, moi, ce que je suis pas du tout d'accord avec toi, et je pense qu'on va vraiment avoir un antagonisme total, c'est qu'en fait, pour moi, le film, déjà, il est extrêmement touchant, il est rempli d'émotions, etc. Et je sais que ça fait partie un peu des trucs de Robert Zemeckis que toi tu détestes au plus haut point. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup chez ce mec, de comment il arrive à m'apporter ses émotions. Mais surtout, toi tu dis que c'est une histoire qui est juste observateur, machin, et que c'est un peu une espèce de commémoration du passé. Mais je suis absolument pas d'accord. Pour moi, au contraire, c'est un film qui, même si il va avoir cette espèce de nostalgie du passé par moment, pour moi, il a quand même un peu de recul sur l'histoire des États-Unis à plein d'instants. Pour moi, déjà le truc de continuellement montrer comment des personnages qui ont des passions dans leur vie, notamment des passions artistiques, le fait de vouloir peindre, etc., sont obligés de renoncer à ces passions-là et à ce qui leur est proche parce qu'ils doivent aller au boulot. Parce qu'ils doivent avoir de l'argent pour survivre, parce qu'ils ont de l'argent à devoir payer pour le crédit, parce qu'ils ont ça à faire, et comment leurs rêves sont mis de côté à cause, d'une certaine manière, de la société du travail. Déjà, il y a ce truc-là. Mais après, il y a des petits éléments tout cons. Par exemple, des indigènes. Tu vas voir à un moment donné ces indigènes qui vont être là. Le plan d'après, tu vas avoir le camion de déménagement de la famille, où sur ce camion de déménagement, il y a un nom, et il y a surtout le bateau qui est venu les bateaux espagnols qui sont venus aux États-Unis pour justement coloniser tout simplement ces espaces-là. Le fait de mettre l'un après l'autre ces indigènes qui vivent en famille, et tout d'un coup mettre une autre famille avec en fond le bateau qui est venu coloniser les espaces de ces gens-là qui après vont disparaître, c'est pas un truc qui est mis anodin. C'est évidemment c'est en fond. C'est peut-être en fond, mais ça reste quand même un truc qui est pas anodin. C'est quand même un truc qui est réfléchi. Pareil, il y a cette scène où à un moment donné, toi tu parlais de cette famille noire bourgeoise. On reviendra après sur la question du film un peu bourgeois. Mais cette famille noire bourgeoise qui a une scène qui, moi, m'a énormément percuté. Ces trucs où ils sont sur ce canapé blanc, où ils leur parlent. Dans le plus grand calme, ils vont leur parler, expliquer à leur fils, donc il y a un père et une mère, ils vont expliquer à leur fils comment tu dois te comporter si tu te fais arrêter à côté d'une bagnole. Et je suis désolée, mais pour moi, ça, on peut pas dire que c'est un truc qui ne rend pas compte de ce qui se passe aux États-Unis, rendre compte, ou en tout cas qui ne conscientise pas un minimum. Attends, laisse-moi terminer. Qui ne conscientise pas un minimum ce qui se passe aux États-Unis et prend quand même un minimum de recul sur l'histoire états-unienne. En tout cas, un minimum sur l'histoire états-unienne, et qui va en même temps montrer des choses beaux, parce que évidemment il y a le grand but du film, et notamment la fin qui est complètement larmoyante, que d'ailleurs moi j'adore, parce que c'est l'un des seuls mouvements de caméra du film, et le mouvement de caméra qui est mis en avant, moi il me touche, moi il me fait aller en sanglots, et il me touche, quoi. Et vraiment, je suis pas d'accord sur ce rapport de film bourgeois, parce que pour moi, les seules familles bourgeoises vraiment que tu vas tomber dessus, ou les vrais bourgeois tels qu'on pourrait l'entendre, c'est le temps moderne. Parce que avant, c'est des familles qui font plutôt partie de cette espèce de classe moyenne, où tu sens qu'ils galèrent aussi un peu, où ils te disent que oui, ils ont des prêts, ils ont des trucs à devoir payer. Tu as la famille d'avant où t'en as un, c'est un inventeur, mais il roule pas non plus sur l'or, parce que ils sont à la quête encore d'une richesse, et c'est la seule chose qu'ils ont. C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec toi que c'est un film bourgeois. Je pense pas que c'est un film bourgeois. Je pense que c'est plutôt un film qui centre sur les questions, que ça soit familial, que ça soit les questions amoureuses, parce que c'est des choses ce qui est parlé dans le film peut être retransmis dans plein d'autres choses. Pour moi, c'est un film qui va aussi te parler de l'amour, de la perte, de la lutte, de l'espoir, de l'héritage, etc. Mais ça,
même si c'était dans un cadre bourgeois, ce que moi je reconnais pas dans ce film-là, peut être transposé dans tous les autres cadres familiales que tu vas trouver. Sur beaucoup. C'est pour ça que moi, je n'ai pas du tout le même avis que toi sur la composante même du film. Mais par contre, je peux reconnaître pas mal de défauts intrinsèques du film. Ça, j'en ai pas de problème. Et c'est pour ça que je dis pas que c'est un grand film. Mais j'avoue que moi, c'est quand même un film qui m'a complètement pris à plein d'aspects. Vraiment, sur beaucoup d'aspects, il m'a complètement repris. Mais peut-être je veux te redonner la parole parce que tu as des trucs à rebondir. Non, mais franchement, j'entends, il y a des tas de trucs qui sont vrais. Genre, on voit un peu aussi comment se dégradent au fur et à mesure les rentrées d'argent de la famille Tom. Alors, ça, c'est intéressant. Je dis pas, hein, c'est intéressant. Mais je sais pas. Moi, je m'attendais à tellement plus d'inventivité. Quelque chose qui, justement, casse un peu ce cadre-là pour nous montrer... Tout ça, c'est la société américaine dans ses contradictions. Là, ils cherchent tous un peu la même chose. C'est un peu toujours les mêmes storylines, c'est un peu toujours les mêmes principes, c'est toujours les mêmes fêtes. Pour moi, c'est beaucoup trop américain, enfin états-unien pour moi. Et j'avoue que j'ai beaucoup de peine avec la façon dont ils écrivent leur roman national, parce que moi, ça me touche absolument pas. Et je les trouve un tout petit peu trop contents d'eux-mêmes. Et malheureusement... C'est toujours mon avis. Je mets Robert Zemeckis dans cette catégorie de vieux très content de soi-même. Pour conclure très rapidement, en fait, je pense que c'est pas un film qui est engagé dans une vraie critique profonde des États-Unis, ce qui devrait normalement l'être, en fait. Et je pense que ça montre aussi un certain contexte états-unien qui est de quand même se complaire dans quelque chose, mais en même temps, je trouve que Zemeckis fait au moins ce pas-là de quand même avoir un minimum de recul sur son histoire et sur quand même sa disposition des cadres et de ce qu'il va essayer de montrer à partir de ces personnages-là. Tout en plus de ça, et ça je ne l'ai pas dit, mais je vais le redire, en plus de ce rapport à la politique et de pour moi le recul que le film a un minimum sur son univers et sur l'histoire qu'il essaie de raconter, pour moi c'est un film qui m'a vraiment pris énormément émotionnellement, parce qu'il y a des choses que je vois, des choses qui sont vécues par la famille, des choses qui sont vécues par des gens qui moi me touchent directement, avec notamment, alors encore une fois c'est des sujets qui me touchent beaucoup, mais la question de l'Alzheimer et la manière dont Alzheimer est mise en avant dans ce film, moi je vous cache pas, ça m'a mis en larmes, parce que c'est un truc qui voilà me touche, et je trouve que la manière dont il l'aborde est très belle, la manière dont il aborde la mort, je la trouve brisante en fait à plein d'instants, mais encore une fois c'est probablement pas et c'est sûrement pas l'un des grands chefs-d'œuvre de l'année 2024. Alors pour moi c'est un film de 2025 parce qu'il a été rattrapé en 2025, et pour beaucoup d'ailleurs va être vu en 2025 parce qu'en fait il est diffusé beaucoup en 2025, donc en soi pour beaucoup ça va être un film de 2025. Pour moi c'est pas un grand chef-d'œuvre, mais par contre j'en tire quand même une certaine originalité du concept de base, avec quand même émotionnellement un film qui m'a pris, mais avec aussi des choses qui fonctionnent vraiment pas, notamment des trucs de montage que je trouve assez risibles. Tu parlais justement du truc cyclique, mais c'est vrai que des fois tu passes d'une histoire à l'autre sans vraiment qu'il y ait du sens, et ça peut prendre 1 ou 2 secondes. Pas un grand film, mais quand même des trucs que je trouve assez pertinents, malgré le fait que je vois et je trouve la réflexion derrière, la prise de conscience que les films états-uniens devraient avoir sur leur histoire est plus que pertinente et assez correcte, je pense. Allez, on enchaîne après ce film, après Here. On va enchaîner cette fois-ci, on retourne en France. Et quelle France? La France du fromage, la France du comté. On va parler la vraie France. Ma France. La France aux 1000 fromages, comme disait le grand général. La France aux 1000 fromages. On va parler de vin Dieu. Si je me fais le compter d'or, je peux me faire 30 000 balles, mon gars. Tu vas jamais la gagner, la médaille d'automne. Pourquoi? Dieu. Pourquoi tu veux te lancer là-dedans, toi? C'était le métier de mon père, il a claqué, alors... Puis je saurais pas quoi faire d'autre. Pardon, Toton. Bah, c'est mal parti si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça. Vin Dieu est donc un film français réalisé par Louise Courvoisier qui fait partie de la grande surprise critique de la fin d'année 2024. D'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode des tops qui est sorti il y a 1 semaine en arrière, Lorenzo et Roman, vous avez mis Vin Dieu dans vos tops de l'année 2024. Alors juste avant de vous donner la parole, le film nous parle d'un jeune homme en galère financière qui va se mettre dans la tête de produire le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remportera la médaille d'or du concours agricole et 30 000 €. Roman et Lorenzo, comme je l'avais dit juste avant, vous avez mis ce film dans vos tops. Si vous arrivez juste à rappeler à quelle position de votre top vous l'avez mis, et du coup nous dire un peu qu'est-ce qu'on a loupé, nous qui n'avons pas encore vu Vin Dieu, ce film qui s'est fait incenser par la critique, il s'est fait vraiment mettre en avant par la critique française. Oui, alors moi je crois qu'il est 7e, quelque chose comme ça, ou 8e.
dans ces eaux-là. Mais effectivement, une très très belle surprise de fin d'année. Et non, mais tu viens de faire le synopsis, et en soi, je trouve ça très intéressant à quel point c'est un prétexte, en fait, ce synopsis, où on commence là-dessus, et très très vite, on te pose le décor très simplement, et autant t'as posé le décor que très vite, ça devient un prétexte, cette histoire de comté d'or. Et bah ouais, ça fait marrer, mais c'est la France, hein. C'est la France qui bosse, qui se lève tôt. Et non, j'aime bien le regard qu'on apporte justement là-dessus. C'est pas la misère de la campagne, c'est pas la difficulté au labeur, c'est juste leur quotidien, quoi. Ça va pas plus loin, et c'est très très beau, c'est très très touchant, c'est extrêmement bienveillant. Et il y a un regard très beau justement sur ces personnages qui en sont pas vraiment, je trouve. Les acteurs et actrices qu'il y a derrière, pour la plupart, c'est des premiers rôles, des premières expériences de cinéma, et ça se démerde super bien, genre vraiment très bien. En plus, il y a des scènes, on va dire, un peu compliquées, des scènes de corps, ou des scènes où il faut une interprétation assez importante, il faut être assez engagé dans la narration, et c'est un tout qui fonctionne très bien. En plus, pour l'avoir vu fin automne, début hiver, il y a une atmosphère qui se dégage, le film est, je pense, au printemps, quelque chose comme ça, et c'est réchauffant, quoi. T'as envie d'être avec eux, de traîner dans cette campagne, et ce truc un peu body movie aussi, c'est ce petit groupe d'ados qui c'est pas le propos ils sont déscolarisés, ou ils sont précaires, ou c'est même pas ça, tu vois. Je mets des mots sur quelque chose qui n'est pas donné dans le film, mais c'est pas la misère, quoi. On n'est pas là pour avoir un propos social. C'est juste cet individu-là, dans son petit village. Il n'y a pas un contexte franco-français. Enfin, c'est pas la France dans son ensemble. C'est vraiment là, quoi. Comment ça se passe, là, dans ces montagnes. Et très, très belle surprise, très touchant. Et c'est un peu drôle aussi de se dire, parce que Genève et le Jura, c'est vraiment même pas 2 heures de bagnole. Loin, hein. Et tu vois ça comme un truc, ouais, exactement. Si loin. Franchement, ouais, il y a un truc où culturellement, si loin, alors que c'est 2 heures de bagnole, et même entre la campagne et la ville en Suisse, quoi. Bien sûr, déjà, non, évidemment, mais pour dire, ouais, mais francophone, tu vois, il y a ce côté où c'est vraiment de l'autre côté de nos montagnes, derrière la Dôle, quoi. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Parce qu'en fait, techniquement, ce que tu vois, la vallée que tu vois très très loin, il y a un plan que j'ai en tête où ils font du quad, qui est assez joli d'ailleurs comme scène. Mais en fait, c'est la Suisse, là-bas au fond. Mais voilà. Non, mais c'est la maison. Le connaisseur. Petit cours de géo, quoi. Non, mais et le comté, très bon fromage. Mais je connais ça, à côté de la dent de la marmotte, et puis entre. C'est à peu près lavable. Classiste que tu. Cette année 2025, on a décidé de se faire détester par tout le monde. Exactement. Quel plaisir. Désolé Théa, hein, tu peux prendre autant de pincettes que tu veux, mais. Et tu vas pouvoir enculer autant que tu veux, Robert Zemeckis. Tu vas pas réussir à te faire détester autant que nous. C'est moi qui te le dis. On rentre dans l'art. Ouf. Dans le cochon, dans le khalouf. Non, non. Je peux, je suis à moitié. Mais je suis moitié. Bon, le dérapage, c'est fini. 20 dieux, dis donc. 20 dieux. Revenons là-dessus. C'est comme ça c'est comme ça, hein, c'est le film. 20 dieux, ça revient tellement de fois. Non, c'est trop bien, c'est trop cool. Il y a pas en fait de regard négatif. Enfin, tu sens qu'elle aussi, elle vient de ce milieu-là, parce que par exemple, ils font du dragster, enfin pas du dragster, du quad, de voiture, oui, Alors gars, tu sais ce que c'est le dragster ou pas? Non, c'est pas du dragster. Parce que c'est vraiment hardcore. C'est pour ça qu'en le disant, exactement ça. Pas dragster. Pas ça, non. Regardez ce que c'est du dragster, si vous avez pas ce que merci c'est, beaucoup. Là, maintenant, je veux voir un film 20 dieux avec du dragster, c'est extraordinaire. Il fait du dragster et du comté. Non, il y a du quad, il y a du stock car, exactement. Le Mad Max et de la motocross. Il a une 2 temps 125 catastrophique qui fait un bruit de moustique. Et c'est ça qui est cool, c'est toute cette atmosphère, ces personnages, et comment tu les vois évoluer là-dedans. Et il n'y a pas de jugement non plus. C'est vraiment, parce qu'il y a tout le passif du père aussi, où tu pourrais dire, tu pourrais facilement dire, mais c'est une bande de teubés, et qu'est-ce que je vais regarder. Mais il y a une tournure qui fait que t'as envie de la suite aussi, je trouve. C'est un fragment de leur vie, c'est un fragment de la vie de Toton, le nom du personnage principal. Mais tu te dis, ah putain, mais
on dirait des gens que t'as vu une fois en colo il y a 10 ans et tu sais pas ce qu'ils sont devenus, quoi. Et c'est très très fort de tenir ça en 1h30. Mais Roman, ouais, non, bah j'ai pas grand chose à rajouter. En vrai, j'ai déjà dit pas mal dans l'épisode des tops, mais c'est vrai que c'est la force, elle est vraiment dans le côté c'est des gens vraiment du coin qui jouent des personnages du coin qui jouent presque leur propre rôle, quoi. Enfin, de la façon, en plus, j'ai regardé quelques interviews de Louise Courvoisier et de quelques-uns des acteurs actrices. Il y a vraiment ce truc très vrai, quoi. Rien n'est vraiment plus inventé que ça. Il y a du scénario, il y a une histoire, il y a des choses qui sont évidemment fictionnelles, mais en vrai, dans l'ambiance, ça a l'air très, très réel. L'enjeu, c'est un prétexte. C'est ça, ouais. Et je trouve que, justement, ça jongle bien entre le côté quand même un peu violent, un peu dramatique de... Enfin, il y a quand même une certaine violence dans cette société qui est très aussi masculine et très dans ce truc de voilà, la campagne, donc un peu un truc de force quand même qui doit être... on doit montrer la force, la virilité, il y a ce côté-là. Et même pour le personnage principal, il est quand même très dans ce truc viriliste et tout. Et en même temps, je trouve qu'elle jongle bien avec les aspects plus émotionnels et de vraiment aller au cœur des personnages. Donc je trouve que c'est vraiment réussi, quoi. Franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, parce que tu as déjà assez bien résumé la situation, bravo. Ah voilà, c'est réglé. Donc non, vraiment un très très bon film qu'on recommande, s'il est encore en salle. Actuellement, je sais pas, mais... Il est encore en salle. Eh bah, c'est parfait. Et bah, que les gens aillent le voir. Parce que je sais pas s'il marche bien, mais... Je crois qu'il marche bien, parce que il tient déjà en salle en Suisse, à Genève, ce qui est déjà assez fou de tenir aussi longtemps. Et en France, il y a un vrai succès critique et populaire. Ouais. Ah, c'est assez impressionnant à quel point inattendu pour un film comme ça, mais... pressenti pas mal pour les Césars aussi. Oui, en plus, absolument. Et on arrive au dernier film d'actualité dans notre programme. On va se tourner cette fois-ci vers les USA. On va se tourner vers un phénomène là-bas, tout simplement. On va vous parler de Wicked. Welcome, new students, to Shiz University. Miss Elphaba. You can room with Miss Galinda. Oh, popular. I know about popular. Oh, I saved you some space, by the way. Do you really think this is fair? I do not. I was promised a private suite. But thanks for asking. Wicked est donc ce gros phénomène aux États-Unis qui fait je sais plus combien d'entrées, mais c'est vraiment un phénomène aux États-Unis, réalisé par John Im Chu, qui est du coup une comédie musicale, un carton total, un phénomène où on retrouve comme acteurs et actrices principales Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum. Bref, il y a tout un tas, une panoplie d'acteurs et d'actrices dans cette grande comédie musicale tant attendue de l'année 2024, de la fin d'année 2024, un flop par chez nous, mais aux États-Unis plutôt bon. Théa, tu l'avais vu, tu avais quand même envie de nous toucher un petit mot sur ce petit film. Alors, bon, déjà big up à la team Renan, parce que je suis allée voir ça avec des collègues potes de Renan. Parce qu'ils avaient des billets gratuits. Hein. C'est pas non plus comme si on allait y aller pour notre coup de cœur, parce qu'on est des gros fans de la comédie musicale, parce qu'à la base, donc, c'est une comédie musicale de Broadway qui a eu des milliers de représentations avec énormément de chanteuses dans les rôles principaux, dont on se souvient et qui, personnellement, ont bombardé mon fil d'actu YouTube et Insta, parce que j'avais tout le temps leur version à elles de Defying Gravity. Anyway. Donc j'y suis pas vraiment allée en m'attendant à quelque chose d'incroyable, mais j'avoue que j'ai été un peu titillée aussi parce que ça fait plus d'1 an qu'ils nous font de la pub et qu'ils nous matraquent ce film. Donc du coup ils l'ont fait en 2 parties de 3 heures à peu près pour refaire toute cette comédie musicale légendaire, hein, vraiment. Donc ça m'étonne pas du tout que ça ait bien fonctionné aux États-Unis. C'est un peu comme si on refaisait Le Roi Lion. Voilà, à tout hasard. Hein. J'ai compris la ref. Donc, alors, honnêtement, je suis une grande fan du Magicien d'Oz et ouais, enfin c'est sympathique, mais moi je trouve c'est un argument comme un autre. T'as vu ça, hein? Mais de nouveau 2025, moi ce que je pense c'est écoutez, c'est pas un mauvais film, c'est pas une mauvaise idée à la base,
d'avoir adapté ça. Je commence quand même à en avoir un peu assez des films adaptations, hein, cela étant. On pourrait faire de nouveaux trucs, hein, mais bon, peu importe. J'en ai rien à secouer du choix des acteurs-actrices. Ils font tous très bien leur job. Ariana Grande, j'en ai rien à foutre d'elle, mais alors, elle est vraiment très très drôle. Genre, c'est plutôt une bonne actrice dans ce film. En gros, ils brillent tous à peu près à leur échelle. Donc là-dessus, il y a pas grand-chose à reprocher. Après, moi, j'ai trouvé que c'était un film sympathique, mais c'est quand même 3 heures, donc c'est pas un truc que j'aimerais faire tous les 2 jours. Et c'est assez moche, en fait. Les couleurs sont très ternes. C'est une critique qui revient assez souvent, hein, parce que justement, on était habitués aux couleurs primaires très, très, très pétantes du Magicien d'Oz. Et là, l'altérité rose et vert, ça va 5 minutes. Donc ça m'a pas beaucoup enchanté. Après, ça se laisse regarder, hein, c'est pas... Voilà, honnêtement, je suis assez curieuse de voir la partie 2, parce qu'ils nous l'ont tease... Moi, en fait, c'est ça le truc qui m'a le plus interpellée vis-à-vis de ce film, c'est le matraquage médiatique qu'il y a eu l'année d'avant et cette année encore jusqu'à... Parce que je crois que ça sort en fin d'année, la partie 2. Et j'ai trouvé que c'était assez exagéré pour le genre de film que c'était, et j'ai pas trop de souvenirs d'avoir eu un film qui a été autant omniprésent sur les réseaux sociaux, et de façon aussi positive, quoi, parce que j'ai rarement vu des commentaires haineux. Enfin, si, au début, parce qu'il y avait le choix de caster une actrice racisée pour jouer une actrice verte, enfin, un personnage vert, donc qu'est-ce qu'on s'en fout d'un moment. Bref, ce genre de controverses un peu à la con, mais qui finalement sont assez monnaie courante aujourd'hui. Donc, j'ai pas bien compris quel était tout le boucan derrière, après avoir vu ce film, et je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il fallait absolument faire 2, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il fallait en faire une adaptation, mais ma foi, ça fait partie du paysage visuel états-unien, donc pourquoi pas ? Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je voulais en parler parce que justement, je ne pouvais pas passer à côté de ça puisqu'il a été partout. Même sur vos briques de lait à la Migros, vous ne pouviez pas passer à côté de Wicked. Et j'ai trouvé que c'était un phénomène qui était assez intéressant. Pur matraquage médiatique. Je me demande quel est leur budget, franchement. Parce que le budget médiatique, c'est un truc que tu mets en plus et ce n'est pas des films qui sont cheap. Je veux dire, c'est quand même du très très grand spectacle, de plus de 3 heures, 2 films, donc à peu près 6 heures de film pour toute cette histoire. Donc, et je me demande quel studio de production c'est en vrai, parce que c'est pas Disney, il me semble, mais c'est assez fou d'en être arrivé là, alors que par exemple, on pense à des films incroyables qui n'ont pas eu du tout de coverage médiatique, par exemple Babylone, hein, à tout hasard. Absolument. Ou plein d'autres films qu'on a cités dans nos tops ou dont on vient de parler, qui sont passés totalement inaperçus. Et t'as ce truc qui est censé être incroyable, et quand tu le vois, t'es un peu là, ouais, ok, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais au pire, on va regarder la version Broadway. À la limite, j'aurais presque préféré que ce soit quelque chose un peu dans ce style-là, parce que c'est pas la première adaptation de comédie musicale. Enfin, on a eu Cats, mais Cats, c'était vraiment... Oh là là. Voilà, Cats et Les Misérables, c'était un peu pathétique comme adaptation. Donc là, ils ont vraiment misé sur du vrai... Alors oui, elle chante aussi en live, mais c'est aussi préenregistré, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bref, c'est vraiment bien foutu. Même Jeff Goldblum qui chante, c'est trop drôle. Bon, Jeff Goldblum, il fait du Jeff Goldblum, mais bon... Oui, tu viens de tomber sur le chiffre de... 145 millions de dollars de budget pour Wicked. Et à mon avis, au moins 100 millions de matraquage médiatique. Hein. Alors, ouais, Ils ont dû se faire bien plaisir quand même. Ouais, je te laisse continuer, je vais essayer de faire mes recherches. Je sais pas, moi je trouve que c'est un phénomène de société qui est quand même assez intéressant, qui nous ait autant fait chier avec ce film qui ne vaut vraiment pas la peine. Enfin, c'est pas incroyable. Et je sais pas vous, mais j'ai pas très envie de vous motiver à aller voir ça pendant 3 heures, alors que The Brutalist, c'est 3 heures aussi, et apparemment c'est quand même bien meilleur. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus pourquoi ça se retrouve aux Oscars. Il y a plein d'autres films qui existent. Pourquoi celui-là en particulier ? Pour moi, ça devait être juste une sorte de blockbuster de l'été, sympathique à regarder, et puis c'était fini, quoi. Et je dis pas ça parce que ça raconte une histoire mise en avant par portée par des personnages principaux féminins. C'est pas ça le truc. Le problème, c'est que personne avait besoin de ce film, mais qu'on a essayé de nous faire croire qu'on en avait vraiment besoin quand il est sorti. Tellement on nous l'a survendu comme étant le chef-d'œuvre du 21e siècle.
Juste pour la maison de production, on est sur Universal, donc Universal Pictures. Et puis pour le budget, donc en effet, c'est 150 millions. Mais par contre, et c'est pour ça qu'il a été notamment nommé pour les Golden Globes, parce que les Golden Globes ont une catégorie qui est meilleur box-office, si je me rappelle bien. Le box-office, c'est 685,1 millions de box-office. Ce qui est immense. Alors le budget est quand même de 150 millions, ce qui est pas nul du tout, c'est même énorme. Mais box-office de 685,1 millions. Quand je parle de phénomène, c'est absolument magistral de qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis, alors que chez nous, il a plutôt pas floppé non plus, mais il a pas non plus eu la force qu'il a et le rouleau compresseur qu'il a aux États-Unis. Ça fait pas du tout partie de notre culture artistique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très états-unien. Et un peu comme Robert Zemeckis, c'est peut-être les trucs qu'on va leur laisser. Vous en dites quoi ? On arrive tranquillement à la fin de nos films d'actualité et on va passer tranquillement, évidemment on perd pas les bonnes habitudes, à la carte blanche de la semaine. Mais juste avant, je vous rappelle de ne pas oublier de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, surtout que cette fois-ci en plus vous avez un super prétexte pour nous suivre vu que vous pouvez gagner un cadeau. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Et surtout, si vous avez envie de partager un maximum ce podcast autour de vous ou sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui nous permet de continuer à créer et ça fait super plaisir pour cette année 2025. Enfin bref, entrons directement dans ce petit moment d'émission que vous adorez toutes et tous. On va mener notre petite carte blanche du jour. Oh, la carte blanche, je n'ai d'ailleurs accepté qu'à cette condition. Et la carte blanche d'aujourd'hui, la première carte blanche de 2025, sera menée et sera proposée par notre cher Roman. Roman, quelle est donc ta carte blanche du jour ? Je vais vous parler du dernier film de Gustave Kervern, donc qui est un réalisateur français, qui est notamment un peu le créateur de Groland et qui a fait de nombreux films assez connus. Il y avait Effacer l'historique assez récemment, il y avait I Feel Good. En même temps, voilà, il a fait un certain nombre de films. Et là, il a sorti ce film qui est en fait un téléfilm parce qu'il est sorti sur Arte, donc il est disponible sur Arte TV. Et ça s'appelle Je ne me laisserai plus faire. Et donc donc déjà premier immense point du film qui est quand même assez important, c'est le casting incroyable avec Yolande Moreau, Laure Calamy, Anna Mouglalis, Raphaël Quenard, Alison Wheeler, Jonathan Cohen, Corinne Maziero, Philippe Duquesne. Enfin voilà, il y a une tripotée de cast, donc c'est assez fort. Et en fait c'est l'histoire d'une femme qui est jouée donc par Yolande Moreau et qui en fait perd son fils meurt et elle doit quitter la maison de retraite où elle allait parce que c'est son fils qui payait, donc elle se retrouve un peu à la rue en quelque sorte. Et là elle a après la mort de son fils, elle a une espèce de révélation de choc mental où elle dit à partir de maintenant, c'est le titre de film, mais à partir de maintenant je me laisse plus faire. Et donc elle va en fait un peu prendre sa revanche sur les gens qui lui ont fait du mal dans sa vie. Et en fait, ça commence. Donc, elle va voir en fait un peu des anciens camarades de classe, vraiment des trucs. Elle a une petite liste, un petit carnet avec une petite liste de noms de gens qui lui ont fait du mal dans sa vie. Elle va les humilier, se venger, voilà. Donc, et sur le chemin, elle rencontre, elle croise le chemin de Linda, qui est jouée par Laure Calamy et qui est une femme de ménage, la femme de ménage de la maison de retraite, qui a aussi un peu ce rapport qui est précaire et qui doit se venger aussi de certaines personnes qui lui ont fait du mal. Et donc elle se retrouve, et c'est une espèce de pas vraiment un road movie parce que ça se déplace pas trop, mais un voyage un peu initiatique où elles vont un peu se venger des gens qui leur ont fait du mal. Et je trouve, il y a une fraîcheur dans ce truc. Enfin, autant c'est très drôle de par le casting avec Jonathan Cohen, avec Raphaël Quenard, avec des personnages comme ça, qui sont vraiment... surtout Jonathan Cohen, qui est vraiment drôle et qui sort un petit peu de ces trucs habituels. Enfin, ça marche plutôt bien. Mais il y a la force comique quand même du récit. Et en même temps, il y a vraiment un fond politique et surtout féministe qui est assez fort et assez... beau, quoi, et qui vient pas forcément qui se révèle au fur et à mesure, parce que au début ça part sur des trucs assez subtils d'humiliation, de machin comme ça, puis à la fin on a des trucs beaucoup plus graves et criminels et réprimés par la loi finalement.
ou devrait l'être réprimée. Et ouais, franchement, c'est un vrai truc de fraîcheur, quoi. Et les personnages sont plus intéressants qu'ils n'y paraissent, notamment le personnage de Raphaël Quenard, qui joue un flic qu'on pourrait penser un peu bas du front et hyper violent et tout. Et en fait, on découvre un peu petit à petit sa vraie histoire, et même l'autre personnage de la flic qui est joué par Anna Mouglalis, qui est aussi très froide, très dure, et en fait, elle a une histoire derrière. Donc je trouve au niveau du développement des personnages, c'est vraiment chouette. Et puis voilà, très bien, très drôle. Je sais pas trop ce que je peux dire de plus, mais pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, je pense qu'il est toujours dispo sur arte.tv. Pendant un moment, j'imagine que c'est un film Arte. Et ouais, c'est vraiment... On n'entend pas ton micro, mais gratuitement, oui, c'est vrai, sur Arte. C'est ça qui est beau, c'est le service public. Et il est... Ouais, c'est un bon moment, quoi. Ça dure 1h40 et ça donne un peu du peps, et en même temps, on rit, et ça pose vraiment des vraies questions... un peu de fond et de morale, et de même sur la vengeance en tant que moyen de se faire justice. Voilà, ça pose un peu ces questions-là sous couvert d'humour et de légèreté, ça marche vraiment bien. Des super dialogues, des super acteurs, actrices, une super trame narrative. Franchement, c'est une petite recommandation de début d'année. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti en novembre, je crois. Mais ouais, très très bon film que je vous recommande, qui s'appelle Je ne me laisserai plus faire. Voilà. Elle se mange en gros de ce qu'elle a subi dans sa vie. Elles sont 2 maintenant. Oui. Et elles ont récupéré une arme, là. Ah, je suis tout excité, ça fait 30 ans que j'ai pas conduit. Vous m'avez conseillé de prendre toutes les assurances. J'ai bien fait. Madame Cabineau a fait une quiche, ça refroidit. J'ai vécu plus de choses avec toi, là, que dans toute ma vie. Et cette magnifique carte blanche conclut ce 50e épisode de Vidéo Club. 50. C'est énorme. Toujours le double de 25. Bah, l'âge de la coloscopie, pour moi. Et ben, ce sera le mot de fin, tu vois. 50, l'âge de la coloscopie. En tout cas, un très très grand merci à vous. C'est le pire épisode. T'as pris 30 ans, Le 50e, c'est le pire épisode. Pardon, mais la ménopause aussi. Comme ça, on a les deux. C'est vrai. Voilà, c'est équilibré. Mascu centré. Ouais. En tout cas, quel plaisir de parler de... Il a les deux, lui. En tout cas, quel plaisir de vous parler de toutes ces petites choses, et aussi un peu de cinéma accessoirement. En tout cas, c'était un régal. On vous réinvite encore chaleureusement à aller sur les réseaux sociaux pour participer à ce jeu qu'on vous fait gagner un petit cadeau pour nos 50 épisodes. J'allais dire 50 ans. Tu vois, tu m'as encore eu avant. Pour nos 50 épisodes. En tout cas, un très très grand merci de nous avoir écoutés, et je donne évidemment le tour de parole de fin pour les chroniqueurs et chroniqueuses. On commence avec toi, Lorenzo, pourquoi pas? Bonne nuit. Moi aussi je vais aller dormir. T'as un petit mot de fin? Le panettone, c'est très bon. Le panettone, c'est super ouais, bon. On se retrouve. Moi, je fais un truc sérieux peut-être. On se retrouve bientôt. Voilà. Continuez à nous écouter, participez au concours afin de gagner de très belles choses. Et à bientôt. Et ben super, et nous on a très très hâte, on a surtout très très hâte de cette année 2025, et surtout on a très hâte d'arriver peut-être au 100e épisode, encore 50 de plus, on part là-dessus. Ouais. On remballe, on re-signe. On re-signe le contrat. On est très heureux du coup de suivre cette année 2025 en votre compagnie. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour le 51e épisode de Vidéo Club. Ça fait plaisir de le dire. En tout cas, un très très grand merci à toutes et à tous. On se retrouve du coup dans 2 semaines. En attendant, n'oubliez pas de voir des films, et surtout n'oubliez pas, vive le cinéma. Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.